Bienvenue à la dernière séance des conférences mensuelles de la SAF à Télécom. Comme vous le savez, on va quitter cet endroit. Pour ceux qui ne savent pas, on va vous montrer où on va aller. Je m'appelle Jean-Pierre Martin, je suis physicien de la Société astronomique de France. Et avant de vous présenter nos invités, je voudrais faire quelques annonces. Alors, désolé pour le vidéo qui n'est pas la vidéo habituelle. Voilà. Notre nouvelle salle. Voilà. Alors maintenant, ça sera au CNAM, au Conservatoire des Arts et Métiers, pour ceux qui ne savent pas. Et on n'a pas pu avoir le vendredi, parce que le vendredi, c'est occupé par le CNAM. Ça sera en principe le deuxième mercredi du mois. Et dans le plus bel amphi du CNAM, l'amphi Grégoire. Voilà les dates retenues. La première, ça sera le 11 septembre, le mercredi 11 septembre, à 19h. Alors, l'accès est facile, c'est le métro Arémoutier ou Réaumur-Sébastopol, et vous sortez directement, vous traversez un petit square, et vous êtes devant, vous voyez, comme vous voyez sur l'illustration, vous entrez par la porte principale, et quand vous entrez, vous allez sur la droite, et voilà notre nouvel amphi. Ah oui, on peut rêver, hein, il y a des fauteuils extraordinaires, hein, là, vous pouvez faire une sieste monumentale. Je les ai testés, c'est vraiment moelleux. Alors, cet amphi est superbe, c'est un véritable amphi. Par contre, il a un petit peu moins de place que celui-ci. Il a 220 places, mais je suis certain qu'on les remplira bien. Voilà. J'ai commencé à travailler sur le programme de la rentrée. Donc, vous voyez qu'on va faire l'inauguration le 11 septembre avec un numéro spécial sur Mars. Est-ce le prochain défi? Est-ce la prochaine cible? Est-ce réaliste d'y aller? On va en parler d'ailleurs aussi à la fin de la conférence d'aujourd'hui. Donc ça sera François Forget, planétologue de l'Institut Pierre-Simon de Laplace, qui va nous parler de ça. En octobre, c'est notre ami Jean-Pierre Luminet qui nous avait fait la promesse de revenir. Il y avait eu tellement de monde la dernière fois, on s'était battu dans les allées, et donc il revient pour la séance du 9 octobre, et il va nous parler de l'univers selon Stephen Hawking. Je pense que ce sera intéressant. En novembre, on va fêter les 100 ans de l'UAI en parlant de la vie de Benjamin Bayot. Et puis, je travaille sur le reste. Alors, je vous rappelle que les réservations, c'est la date que je vous ai donnée, mais c'est pas comme à l'IAP. Moi, je me lève pas à minuit pour commencer à prendre les réservations, c'est moi qui les fais. C'est à partir de 9h du matin, après le petit-déj. Hein, voilà, donc je dis ça parce que pour Luminet, la dernière fois, au bout de 12 heures, la réservation était fermée. Hein, tout le monde avait déjà réservé. Hein, et on commençait à me proposer des chèques pour que je fasse... J'accepte. Hein. Voilà d'autres conférences intéressantes. Il y en a un peu moins quand même en juin-juillet. Donc vous voyez, il va y avoir la séance pour les gens de la SAF, la commission de cosmologie, c'est demain. Oh là là, il va falloir encore que je travaille demain. On reçoit le professeur Hamilton qui va nous parler de l'expérience cubique. Ensuite, il y a le jeudi 27 juin, Nicole Chalon de Norma Sanchez, ça va être intéressant, etc. Vous savez qu'il y a des expositions aussi en ce moment, par exemple à la BNF sur la Terre. Il y a une exposition Lune au Grand Palais. Bravo. Voilà. Donc je pense que vous pourrez toujours vous amuser. Voilà la photo de la dernière conférence. On a reçu Pierre Guignard qui travaille sur un des instruments
du James Webb Telescope sur l'instrument MIRI et qui nous a expliqué le télescope et la formation des galaxies et en quoi ce télescope spatial pouvait justement nous aider à comprendre la formation des galaxies. Le compte-rendu a été publié sur mon site et sa présentation est disponible au téléchargement comme à chaque fois. Donc ce soir on voulait terminer cette session à Télécom par une table ronde sur les... Vous savez qu'on fête les 50 ans des premiers pas sur la Lune. Donc on voulait savoir ce qu'on a un peu appris sur la Lune, ou beaucoup appris, je ne sais pas, on va voir. Et si on est capable d'y retourner, et si on y retourne, pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi y faire? A-t-on les moyens d'y retourner? Est-ce que c'est un tremplin pour Mars, etc., etc. Donc je vous présente nos invités. Olivier de Boursac, grand spécialiste des missions Apollo, qui vient de publier, tu nous montres ton bouquin là? Qui vient de publier, je ne touche pas 10% malheureusement. C'est le bouquin de la SAP, publié avec la SAP. Faut des biceps pour le transporter. Voilà, et il est très complet sur toutes les missions Apollo. Nicolas Prantzos, astrophysicien à l'IAP, qui a donné il y a quelques années, je me rappelle, une conférence justement sur Apollo, et qui s'intéresse particulièrement à ce sujet, et Pierre-François Mouriot d'Ave Cosmos, qui viennent de publier un numéro spécial à l'occasion du Salon du Bourget sur quoi? Sur Apollo. Eh oui, hein. On se demande ce qu'on fera l'année prochaine, hein, parce que les 51 ans, ça ne se fait pas. Voilà. Donc on va discuter de ça. Je vais changer de présentation. Alors, on fait l'échappement. Vous voyez, voilà les sujets qu'on aimerait discuter ou au moins effleurer ce soir suite à cette extraordinaire aventure qu'ont été les missions Apollo vers la Lune. Vous savez que 12 Américains ont posé le pied sur notre satellite naturel et on en a ramené des échantillons, à peu près 400, je crois que c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a appris de ces échantillons? On va voir. Puis on a... L'Amérique avait gagné la guerre, donc on a oublié la Lune, ce n'était plus intéressant. Hein. Alors va-t-on y retourner? Je ne sais pas, on va voir. Si on y retourne, est-ce qu'il y a des dangers sur la Lune? Est-ce qu'il y a des dangers de voyager dans l'espace? Par exemple, le voyage sur Mars. Moi, je suis très, très inquiet pour les astronautes pour un voyage sur Mars. Hein, on verra pourquoi. Et comment un voyage sur Mars pourrait se produire. Alors, on va commencer. On a été sur la Lune. Qu'est-ce qu'on a appris avec les échantillons? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Olivier? Aujourd'hui, donc si tu m'arrêtes si je me trompe, mais aujourd'hui, le but, c'est de voir un peu vers quoi on se projette. Alors, évidemment, on ne construit pas sur du sable, on construit pour la Lune. Vous entendez? Vous entendez bien? Voilà. Donc la Lune, on ne construit pas sur du sable, on construit sur les bases de ce qu'a été Apollo. Avec la hantise pour les ingénieurs, est-ce qu'on serait capable de faire aussi bien que ce que la génération d'avant a su produire? Se reposer sur la Lune avec une mission. Ça a l'air simple comme ça, et en fait, ça n'est pas tant que ça, parce que c'est un effort colossal, et je crois que les autres hôtes en parleront, moi, pourquoi pas. C'est un effort colossal de la nation américaine, plus de 4% de son PIB, pour mettre 2 gars sur la Lune, parce que c'était Apollo, s'arrêtait à Apollo 11 au début. Donc c'était le but du pari gagné, c'est d'être un équipage sur la Lune, et de ramener ça et sauf sur Terre, je vous le rappelle. On a construit des infrastructures qui occuperaient la superficie de Paris, voire plus. Ça a coûté, tout confondu, développement compris, quelque chose comme, on estime, en des estimations,
c'est compliqué. On pense que les vols eux-mêmes Apollo représenteraient 25 à 30 milliards de dollars d'aujourd'hui, les vols eux-mêmes. Milliards d'aujourd'hui. Et le développement... Pour donner un point de comparaison, le James Webb, il fait 10 milliards, hein, en gros. Mais par contre, de l'ensemble du programme, c'est-à-dire le développement des usines, le développement des industriels, des centres spatiaux, c'est 250 milliards à peu près. Et c'est pas facile de chiffrer parce qu'en fait, tous ces coûts ont été intégrés après dans les coûts ont été après intégrés par l'armée ou intégrés par les industriels eux-mêmes dans les développements de haute technologie, y compris des avions, matériaux de défense, etc. Donc c'est un peu compliqué d'estimer le coût du programme Apollo. Ce qui est certain, c'est que ça a changé complètement la vision que nous avons de l'espace, parce qu'avant Apollo, l'espace était une donnée, on va dire, militaire, et après c'est devenu une donnée civile. D'abord, ça a obligé la NASA accessoirement à comprendre un peu de quoi était faite la Lune, parce qu'Apollo, je vous le rappelle, c'est un programme politique et accessoirement on fait de la science. Mais pour poser 2 gars sur la Lune, il fallait connaître la surface de notre satellite. Et pour connaître la surface de satellite, il fallait l'explorer et le cartographier. Et donc on va dire que le produit de ce programme Apollo, c'était la connaissance de la Lune, y compris au plan géologique. Donc c'était intéressant pour ça. Et puis, ça a été aussi, comme on dit, Apollo, c'est le triomphe du management. Parce que ça a été le triomphe de la gestion des hommes. Parce que, pourquoi? C'est parce que, avant tout, d'ailleurs, c'est ce que disait à l'époque l'administrateur de la NASA, c'est qu'il disait le triomphe d'Apollo, c'est pas mettre 2 hommes sur la Lune, le triomphe d'Apollo, c'est manager des équipes qui n'ont rien en commun entre elles et qui vont se mettre leurs forces en commun pour aboutir sur un programme gigantesque. Donc, ça a été, et on le dit, ça a été surtout la grande victoire, c'était le management pour Apollo. Donc la restructuration, la création de la NASA qui s'est faite avant, mais c'est complètement réorganisé pour Apollo. Et donc en fait l'aspect humain, Apollo c'est une grande aventure humaine avant tout. Moi qui ai rencontré des gens qui ont fait le programme, même s'ils ne sont pas marchés sur la Lune, ils ont vécu quelque chose qui était unique dans leur vie. Et puis mais quand j'ai rencontré les astronautes, j'en ai rencontré 4 vraiment avec qui j'ai vraiment bien discuté, ils m'ont dit que c'était les échanges humains avec les équipes au sol qui étaient les plus intéressants, et accessoirement ils ont marché sur la Lune. Mais pour eux, même si c'était un trip extraordinaire pour eux, c'était l'aventure humaine était fabuleuse, y compris avec les contacts au sol, y compris dans la préparation, y compris avec les ingénieurs, y compris avec les chercheurs, y compris avec les politiques, parce que c'était aussi, il fallait défendre le niveau politique. Voilà, j'ai trop parlé. Alors la Lune, là-dedans, on a appris à mieux la connaître, c'est vrai. On a ramené des échantillons, c'est vrai. On a pu comprendre une partie de son histoire, mais je préfère laisser à un chercheur qui en parlera sûrement mieux que moi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Nikos et Nicolas. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je sais pas, avant de parler de ce qu'on a appris, peut-être il faudrait aussi revenir un peu sur le projet Apollo, parler de l'histoire. Je ne sais pas si on peut projeter. On peut passer là, oui, à une seconde. Les petits fils, on peut les projeter. On entend le son? Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bien que je vois que la plupart d'entre vous étaient probablement dans le barrage quand le projet Apollo a été lancé, vous ne connaissez peut-être pas tous les dessous de l'histoire. Déjà, on peut commencer par ça. Par exemple, la conception. Maintenant, vous savez tous l'histoire, comment on est allé sur la Lune, la monstrueuse fusée Saturne. Non, on revient en arrière. On revient en arrière, d'accord. Voilà. Donc, on reste là. J'ai été vite parce que c'est pas autorisé de présenter des photos de Tintin en public. Le capitaine Haddock est très méchant et, fait un procès. Vous ne nous dénoncerez pas en Belgique. C'est pas des plus graphiques, là. Bon. Ah, même Alors, en tout cas, vous connaissez probablement toute l'histoire. On est allé sur la Lune avec un rendez-vous et les astronautes sont posés. Il y a un troisième qui est resté autour, etc. Ce n'était pas les objectifs initiaux. Dans les années 50, le projet de von Braun, vous savez qui était von Braun, l'ingénieur allemand qui a lancé les premières fusées en Allemagne nazie et puis a été récupéré par les Américains et qui a participé à leur projet militaire d'abord et ensuite leur projet civil. Alors le projet dans les années 50 de von Braun, la NASA n'existait pas encore, c'était d'aller sur la Lune de la manière dont vous voyez ici. Et Hergé, qui était le créateur de Tintin, qui se connaissait très bien,
chaque fois qu'il travaillait sur un projet, il s'est documenté abondamment. Il savait que le projet à l'époque, au début des années 50, c'était ça. Donc, vous voyez, il fusait sur la ligne, il décollait et revenir sur Terre. Et à côté, vous voyez aussi les dessinateurs attitrés de l'époque, Chesley Bonestell, qui avait aussi une fusée comme ça, une fusée très très grande. Alors on sait aujourd'hui que ça, ce n'est pas possible, même pour nos capacités d'aujourd'hui, parce que la fusée devrait transporter depuis la Terre tous les combustibles nécessaires pour se poser sur la Lune. Pour se poser sur la Lune, il faut freiner déjà, et après pour redécoller de la Lune. C'est ça, c'est bien là? Non, c'est pas encore bien. Donc ça, on n'avait pas la capacité de le faire. Donc quand, au début des années 60, qu'est-ce que tu veux? James, on était bien, et on passe au, voilà, suivant. Ça, c'était ce qui était fait finalement. Ça, vous le savez, c'était un rendez-vous orbital, les modules, la fusée Saturne à gauche, les modules d'orbite circumlunaire, devant, c'est les modules d'alunissage. Quand ils sont arrivés, Saturne a mis sur orbite l'ensemble des deux, les couples, et quand ils sont arrivés autour de la Lune, les deux astronautes qui étaient tous les trois sur les modules circumlunaires sont rentrés dans les modules d'alunissage, sont descendus sur la Lune, ils sont remontés, ils sont revenus après, ils se sont mis en rendez-vous orbital avec les modules et ils sont revenus sur Terre avec ces modules orbitales, pas les modules d'alunissage, ils ont laissé tomber. Donc, ça, c'était un projet extrêmement compliqué, mais c'était la seule possibilité. Et ils se sont rendus compte, quand le projet a été lancé, même von Braun n'était pas de cet avis. C'est quelque chose d'extrêmement risqué. Pour une raison qui, je ne sais pas si aujourd'hui on le ferait. On n'avait jamais à l'époque fait des rendez-vous orbitales, même autour de la Terre. Ça a été fait plus tard que 62. Alors, vous imaginez un rendez-vous orbital autour de la Lune. Si vous faites un rendez-vous orbital autour de la Terre, si quelque chose va mal, les astronautes peuvent revenir sur la Terre. C'est à côté, c'est à 400 km. Mais si un rendez-vous orbital autour de la Lune, si c'est raté, c'est arrivé d'ailleurs avec Gemini 8. Hein. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, mais ça... Ils ont pu retourner sur Terre. C'était autour de la Terre. Autour de la Oui, Terre. voilà. Quel était le pilote? Neil Armstrong. Oh, c'est lui qui a sauvé Gemini 8. Donc, c'était très risqué et ce n'était pas l'avis de tout le monde. Mais finalement, ce projet qui a été proposé par John Hubble, c'est un ingénieur de la NASA qui a écrit directement au directeur de la NASA, qui justement était James Webb à l'époque, tous les télescopes spatials Webb aujourd'hui. Ça a été imposé, même à von Braun, ils ont accepté que c'était la seule possibilité avec des lanceurs qui pouvaient être construits à l'époque. Sinon, ce serait impossible. Il y avait d'autres projets, finalement, c'est ça qui a été retenu. Et ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est que ces projets-là de rendez-vous autour de la Lune a été suggéré déjà dans les années 20 par un ingénieur soviétique. Que vous voyez là, Andrei Alexandre Chargay, ça c'est son nom initial, mais comme il était dans l'armée du tsar et il risquait beaucoup après la révolution bolchevique, il a changé son nom, il s'appelait Ivan Kondratyuk. Mais il avait publié un livre qui était très très difficile à trouver, il l'avait publié à ses frais, et quand un ingénieur soviétique s'est échappé à l'ouest, il avait suggéré aux Américains, Hubble, il a récupéré cette idée et il l'a suggéré. Voilà. Donc tout ça pour l'histoire. Et la dernière chose que je voulais dire, pour entrer dans le contexte, oui, ça c'est... Voilà, si on avait l'idée de von Braun, il faudrait poser sur la Lune ces choses qui est à gauche. Et finalement, on a posé sur la Lune les petits trucs à droite. Donc vous voyez la différence quand même. C'est beaucoup plus facile de se lever. À gauche, on peut dire que c'est la version du professeur Tournesol. Hein, dans Pas le vraiment, marché. c'est la version de von Braun. Oui, mais bon, excuse-moi, mais Tournesol, c'était à Offenbrunn, c'était en 1954. Hein. Et Tournesol, il a imaginé ça. Et ça ne marche pas, Et effectivement. pour finir, peut-être les petits films. Est-ce qu'on peut projeter les petits films? Oui. Ça vaut la peine de dire parce que tout ça, ça a été lancé par le président Kennedy, qui a été élu à 61. Je ne peux pas le passer, mais on peut dire quand même que ce qu'il a dit. On ne peut pas le passer? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il faut savoir que c'était en mai Je 61. l'ai passé au moins 63, mais c'est pas grave. C'est du rails, c'est pas des 61, c'est des 62. Alors, on a toujours un backup dans le spatial. Non, mais je l'ai Donc, compris. non, mais c'est juste si. Ah, les images. Voilà, ça sera page 16-17 du spécial Apollo 11. Ah, voilà. Voilà, il y a les meilleurs extraits du discours. Voilà.
On peut l'écouter. Ah, il manque un codec. Ah, bon, d'accord. Ah non, pas de code codec. Voilà. En tout cas, dans un célèbre discours qui est considéré un des plus meilleurs dans l'histoire des discours des présidents américains, au même niveau que celui de Franklin Roosevelt, après, quand il a proposé le New Deal ou quand il a déclaré la guerre contre le Japon. Donc John Kennedy a lancé ce projet dans le discours de Rice en disant « Nous avons décidé d'aller sur la Lune et faire toutes ces choses, pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile, parce que cet objectif nous obligera de mobiliser toutes nos énergies et de sortir les meilleurs de nous-mêmes. » C'est un défi qu'on a accepté, qu'on ne veut pas le reporter pour plus tard, et on est sûr qu'on va le gagner. Et un an plus tard, il est tombé sous les balles de Oswald, mais le projet est lancé. Donc voilà pour le contexte de l'histoire, et j'aimerais que vous pourrez passer tout autre chose, parce que j'ai aussi pas mal parlé. D'accord. Et toi, Pif, comment, je ne peux pas dire comment tu as vécu cette histoire, tu étais trop jeune, mais comment tu as découvert Apollo? Bonjour également. Moi j'aurais trois petites choses à dire. Alors, si on revient au souvenir, moi aussi je fête mes 50 ans cette année et j'ai célébré l'événement en réclamant mon bulletin à 4h du matin. Ça c'est sûr. Comment j'ai découvert? Mes parents regardaient les journaux de l'époque et j'ai découvert par la marché sur les 10 ans après. Je les ai interrogés et mon père m'a offert les journaux de l'époque. Donc ça a été une révélation quelques mois avant le lancement d'Ariane, donc après c'était bout de nez. Par rapport à tout ce qu'on a dit, effectivement, le contexte, peut-être juste rappeler quand même la guerre froide, quelques dates. Alors après la décision de Kennedy de 61, c'est 4 ans après Sputnik, et c'est une accélération de conquête spatiale avec les Américains qui sont toujours à la traîne, apparemment. Avec les Russes qui marquent des points très rapidement. Je vous encourage à lire le livre de Pierre Ballon qui raconte cette course. Donc de Sputnik à Gagarin, les Russes n'arrêtent pas de marquer des points et les Américains ne sont pas encore organisés, ne sont pas encore dans l'ordre de bataille. Et aux yeux du monde, ça fait très mauvais genre. Et Kennedy convoque un peu ses états-majors en disant comment on peut marquer l'histoire avec un projet où les Russes ne pourront pas nous suivre. Et donc c'est la Lune qui est proposée, mais sans être complètement certain que et les Américains vont y arriver et que les Russes ne vont pas être aussi capables. On est quand même sur des coups de poker avec des allers-retours, des hésitations. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis que Kennedy était assassiné en 63, on a fait un petit article là-dessus. Kennedy était en train de se poser des questions en voyant les factures arriver. Et il était prêt à envisager probablement une coopération finalement avec les soviétiques pour aller sur la Lune. Donc on peut refaire l'histoire de la politique fiction. Si Kennedy n'avait pas été assassiné, peut-être que le programme Apollo ne se serait pas déroulé de cette manière. Bon, après, finalement, une fois que c'était lancé, Kennedy tué, c'était pas possible d'arrêter le programme Apollo, c'était engagé. Et c'est un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était par rapport à l'enthousiasme. L'enthousiasme des hommes sur la Lune, il est incroyable. 50 ans après, on est encore émerveillé. Les journaux de l'époque, moi j'ai toute la collection, c'était incroyable. C'est la première grande émission en radiovision. Tout le monde, quand ils n'étaient pas devant la télévision, tout le monde n'avait pas la télévision. Donc on allait chez le voisin, on allait au café. Sinon, on écoutait la radio. J'ai des amis, il y a plein de témoignages là. On allait voir des chefs d'entreprise, des grands ponts du spatial. Certains racontent que sur la route des vacances, les parents s'arrêtent et mettent la radio sur le capot de la voiture. Voilà, les gens étaient complètement passionnés. Mais cette passion, elle a été vraiment très temporaire. Le sondage que j'ai pas en tête de janvier 69 aux États-Unis montre que les Américains n'étaient pas intéressés par la sur la Lune. C'était le Vietnam, c'était la crise, et le programme Apollo n'était pas encore très populaire. Il est devenu avec Apollo 9, avec Apollo 10, avec cette marche incroyable. Mais dès Apollo 12, l'enthousiasme est retombé. Et Apollo 13, Bernard Chabert... Heureusement qu'il y a eu Apollo 13. Oui, mais Apollo 14 n'a pas fait vibrer les foules. Et Bernard Chabert, journaliste envoyé à Europe 1 stagiaire, parce que personne ne voulait aller voir Apollo 13, il s'est retrouvé dans une salle où il y avait une demi-douzaine de journalistes. Alors qu'il y en avait 450 pour Apollo 11. Donc l'effet a été très ponctuel et retombé. Donc ça, c'était aussi un point dans le contexte qui me paraissait important, c'est que Apollo, et puis dès septembre 69, Apollo 18 est annulé, en janvier 70, 19 et 20, voilà. Donc, on a été sur la
la Lune, 12 astronautes, on a ramené à peu près 400 kilos d'échantillons. Qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots sur l'analyse de ces échantillons? Non, on va laisser. Tu le sais? Vas-y. On va laisser un chercheur. Ce qu'on peut dire, oui, effectivement, 400 kilos, dont la quasi-totalité a été rapportée par les astronautes américains. Il y a 300 grammes qui ont été rapportés par les soviétiques, Oui. pas les astronautes, mais la sonde automatique Lunokhod, Oui. qui a atterri aussi à Luni plutôt, et qui est revenue sur Terre. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris par l'analyse? Bon, la moitié des échantillons reste encore dans les tiroirs de la NASA, mais l'autre moitié a été distribuée, et on peut demander aussi, les laboratoires peuvent demander l'échantillon pour les analyser. Alors, on a compris, ça nous a permis de comprendre que la composition de la Lune n'est pas tout à fait la même que la composition de la Terre. Ça, on le soupçonnait déjà avant, parce qu'on connaissait la densité moyenne de la Lune. On sait qu'elle est plus légère, en gros, que la Terre. Pas seulement à cause de sa masse, mais à cause des matériaux qu'elle a, ils sont plus légers que les matériaux de la Terre. Et donc, on savait que c'est un peu différent. Sa composition ressemble plutôt à la composition de du manteau terrestre, de la croûte terrestre. Et non pas les cœurs terrestres, comme vous le savez, c'est les éléments les plus lourds qui sont enfoncés, comme le fer, le cobalt et le nickel. En revanche, les matériaux plus légers, l'aluminium, le silicium, l'oxygène, c'est plutôt dans le manteau terrestre. Donc, la composition de la Lune ressemble plutôt, voilà, à la composition de la croûte. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on a vraiment réalisé tout ça, la composition chimique de la Lune, qu'on a commencé à avancer des modèles de la formation de la Lune. Comment la Lune a été formée. Vous voyez ici justement une image très imagée, personne n'était au débarrage pour savoir, mais on pense que la Lune a été formée très rapidement après la formation de la Terre, une centaine de millions d'années plus tard. La Terre a été formée il y a 4,5 milliards d'années. Donc une centaine de millions d'années plus tard, et à l'époque, le système solaire n'était pas aussi tranquille qu'aujourd'hui. Il y avait plein de débris. Le disque protosolaire, de gaz et de poussière, avait commencé à se condenser localement, des planètes étaient formées, mais aussi des petits objets, des planétoïdes qui se baladaient un peu partout. Et il paraît qu'une collision avec un objet qui avait à peu près la taille de la Terre, qu'on appelle, de Mars, excusez-moi, voilà, et qu'on appelle TIA, un débris de cette taille a collisionné avec la Terre, et les débris de cette collision se sont lancés autour de la Terre, ils ont formé un anneau, et petit à petit, l'anneau se refroidissant, les collisions ont donné naissance à la Lune. Elle était plus près de la Terre que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ce modèle-là a été accepté pendant très longtemps, à partir des années 70. On a des simulations numériques, ça marche plus ou moins bien, mais récemment, on a commencé à avoir des doutes. Ça, je dois vous le dire, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais simplement, parce que j'ai assisté à des colloques, qu'il y a des gens qui commencent à mettre ça en doute, parce que les compositions qu'on trouve ne correspondent pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques doutes maintenant. Bon, est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que c'est des débats de spécialistes? Est-ce que ça vaut la peine de réviser complètement les scénarios ou pas? J'en sais rien. D'accord. Sur notre vue de la Lune, juste un petit clin d'œil au don de plus, puisque avant de se poser sur la Lune, et c'est pour ça que l'échelle du module lunaire est si haute, il y a en fait une marge de sécurité. On ne savait pas quelle serait l'épaisseur du régolithe. Et donc il y a eu un certain nombre de missions qui ont été faites, et on a demandé notamment, au don de plus, ça fait partie des équipes qui ont analysé à distance le sol lunaire pour aider la NASA et envisager tous les scénarios. Alors on arrive à 1972, les Américains se lassent, ils n'ont plus d'argent, la Lune n'intéresse plus personne, l'Amérique a gagné la guerre, donc la course. Oui, la course. L'Amérique a gagné la course, les Soviétiques sont battus, le public ne voit pas pourquoi on continuerait, et on oublie la Lune pendant un peu. Enfin, disons qu'on l'a oublié dès 69. Parce qu'en fait, Dès 69, oui, parce que le président Nixon a... c'est plus dur que moi. Le président Nixon, en fait, au moment où Armstrong pose le pied sur la Lune, en fait, le programme est déjà en réduction sévère, parce que le président Nixon, en fait, considère que la NASA n'est pas fiscalement responsable dans ses choix. Alors lui, il a un raisonnement différent de Johnson, parce qu'en fait,
Il faut savoir que Kennedy n'était pas un fanat de la conquête spatiale du tout. Et en fait, c'est Johnson qui a monté le programme. Complètement. Donc, effectivement, pour répondre à la bonne objection effectivement, de Pierre-François, Kennedy mort, Johnson vice-président, la Lune a caracolé. Maintenant, Nixon avait une analyse complètement différente. Il disait, bon, d'abord, il y a des urgences sociales, parce que ce qu'on dit, c'est que l'Amérique avait ses équivalents de pire que même les Gilets jaunes, puisque finalement, ils ont été en émeute en 67 dans 60 villes. Et la population américaine ne comprenait pas, finalement, pourquoi on dépensait des milliards et des milliards et des milliards et qu'on se désintéressait de son quotidien. Nixon a été élu là-dessus, vraiment. Et Nixon, la première chose que Nixon a fait, c'est pour ne pas fâcher la NASA, il a fait faire un audit géant, sachant qu'il avait déjà en tête qu'on arrêterait Apollo. Alors pourquoi arrêter Apollo? Alors aujourd'hui on dira oui, Nixon c'est un vilain, on aurait tellement voulu voir continuer Apollo avec d'autres missions, passe sur la Lune, mais en fait, pas du tout. Le raison de Nixon se tient vraiment. Il dit, la NASA n'est pas fiscalement responsable. Moi ce que je veux, c'est que la NASA ait un budget par an, en réduction certes, mais elle va, avec ce budget, définir des programmes de plus courte durée. Parce que Apollo nous emmène peut-être sur 20-30 ans de plus, et où est-ce que ça va aboutir, on n'en sait rien. Et on ne peut pas engager la population américaine sur des projets qui vont aboutir, on sait où, et qui feront je ne sais pas quoi. Donc la NASA, maintenant, aura un budget annuel, en réduction certes, mais ils seront vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Ils s'engageront plus sur une durée très longue, et en particulier, et ça a marché de fait, puisque ça a permis de développer le programme Voyageur vers l'extérieur, le programme Viking, ça a permis de développer après les grandes missions vers les planètes, et on a annulé la Lune certes, mais on a développé la navette spatiale. Donc, après, et en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, notre sentiment comme quoi Nixon est un vilain, ça vient de la NASA, qui n'a pas compris ce raisonnement à l'époque, et même un administrateur a démissionné, enfin, ça s'est mal passé avec des astronautes, etc. Mais Nixon avait raison. Il a eu raison. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'alors on dit, ben oui, mais ça prend les 30 années suivantes, on n'a fait que tourner autour de la Terre. Oui, mais l'Amérique est devenue très mature au niveau spatial aussi. Parce que ce qu'elle n'a pas fait sur la Lune, elle l'a investi dans d'autres choses autour de la Terre et dans des micros. Absolument. Et absolument. Notamment, ils ont construit l'ISS, que vous voyez là, en coopération avec les Russes et l'Europe et les Japonais. On s'est intéressé aussi, là vous voyez, c'est une station chinoise. On a construit la navette spatiale. Il me semblait qu'il y avait un truc sur la navette, non, je ne l'ai pas. On a, comme tu l'as dit, on s'est intéressé à l'exploration des planètes, notamment des planètes lointaines, comme on voit ici, Saturne, la mission Cassini, Huygens, le Voyageur est toujours en fonction. Il a été lancé dans les années 70, c'est ça? Donc avec la technologie des années 60, en gros. Et il est toujours en fonction, il est à quoi, 120 unités astronomiques à peu près? Oui, c'est ça à peu près. Parce que, pour compléter ce que tu disais, si on avait continué Apollo, il n'y aurait pas eu les sondes Viking sur Mars. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Apollo, il y avait le programme martien s'appelait Voyageur, qui était un truc très très lourd, et il serait mort d'un seul coup, sans continuation derrière. Donc aujourd'hui, on n'aurait pas de sonde sur Mars si Apollo avait continué tel que la NASA aurait voulu. Voilà quelques sondes martiennes. Voilà. Donc si on a les sondes martiennes, c'est parce que paradoxalement, Apollo s'est arrêté. Il faut bien le comprendre. Parce que c'était des programmes de moins d'envergure et qui coûtaient moins cher. Donc ça a profité à la communauté scientifique. Et la communauté scientifique qui a gagné beaucoup avec l'arrêt d'Apollo, parce que je vous rappelle, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la science était, à l'époque d'Apollo, quelque chose qui n'était pas fondamental. Et en fait, la science n'était pas si importante que ça du temps d'Apollo. Le fait d'avoir recentré la NASA sur des objectifs courts, moins chers, a permis d'alimenter des labos vers des programmes scientifiques, et donc ça a permis de développer ce qu'on appelle les programmes planétaires. J'avais trop dit, tiens, ça peut être envie d'arrêter un truc. Non, voilà. Donc en fait, et ceci explique pourquoi votre fille est muette. Alors, oui, quand je dis qu'on a oublié la Lune, bon, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu des petites missions du genre. Les Européens se sont intéressés,
à la Lune avec Smart One. La mission Smart One, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une mission assez novatrice puisqu'elle utilisait un moteur ionique. Je dois avoir une photo. Smart One, est-ce qu'il est? Une mission clémentine aussi, certainement. Avec Lamont qui a fait son expérience là-dessus, la France a fait avant. Voilà. Donc c'était une mission de l'Agence spatiale européenne. Et vous voyez, donc moteur ionique, c'est très très peu puissant. Je vais vous montrer la puissance du moteur ionique, c'est ça. C'est le souffle, c'est mon souffle sur une feuille de papier. Seulement ça a un avantage extraordinaire, c'est 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc ça permet d'aller loin, mais lentement. Vous voyez comment on a atteint la Lune, on a tourné autour, et c'est notre ami Bernard Foin, que vous avez peut-être vu il y a quelques jours ou quelques semaines, qui s'était chargé de ce programme. Donc avec un moteur ionique, c'est peut-être une possibilité de développement futur d'ailleurs, pour des missions pour gagner du temps, pour aller sur Mars. Parce que, je sais pas, il y a des nouveaux moteurs ioniques, je sais que la NASA travaille c'est l'astronaute Sean Diaz, tu connais? Oui, tout à fait. Bon, pour Mars, pour l'instant, on privilégie des engins plus rapides. À cause des radiations. C'est cher, on va être vers Mars, on n'a pas le temps de le faire trop traîner, quoi. Le but, c'est de rentabiliser la mission. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on peut se dire pourquoi retournerait-on sur la Lune? On n'en parlait pas il y a 10 ans. Et puis, progressivement, il y a des nations qui s'y sont intéressées, comme les Chinois, les Indiens, les Japonais, les Russes, non, je n'ai pas l'impression que les Russes s'y sont intéressés. Donc, les Américains, je pense qu'ils ont été un peu piqués au vif, et ils ont commencé à réfléchir à la possibilité d'envoyer des missions humaines sur la Lune et même d'aller jusqu'à la construction de villages lunaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dans les possibilités, ces choses-là? Il y a plusieurs choses. Il y a l'intérêt pour la science avec des sondes automatiques. Quand ils citent les Chinois, les Indiens, tout ça, ce sont des sondes automatiques. Sur l'homme sur Mars, le retour de l'homme sur Mars, les Américains avaient mis un mouchoir dessus depuis longtemps. Et je crois que les ambitions chinoises qui sont affirmées, mais les Chinois prennent leur temps, n'ont pas inquiété les Américains jusqu'à récemment, puisqu'ils disaient qu'ils vont le faire comme nous, on l'a fait il y a 50 ans. Donc Obama, par exemple, n'était pas du tout inquiet par une gloire chinoise, puisqu'il ricanait en disant qu'on l'a déjà fait il y a 50 ans au ETS. Voilà en revanche, quelques lanceurs chinois. Alors je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de dire que c'est l'Europe qui a soufflé l'idée à Trump, mais l'idée du village lunaire, elle est européenne. Et pourquoi le directeur général de l'ESA a eu cette idée en arrivant? Il a dû être en poste en 2015-2016, je ne sais plus. Lui, il s'est dit, un programme spatial de cette envergure, enfin un grand programme spatial habité, il faut au moins 10 ans pour le développer. Et quand il est arrivé, on était en train de discuter la Station spatiale internationale, est-ce qu'on la repousse à 2022, 2024, 2026, 2028? Enfin, c'est des discussions finalement sans très grande ambition. On poursuit le programme, même si le programme est intéressant et fait avancer la science. Et lui, il a eu son concept, il ne dit pas que c'est un projet, mais un concept de village lunaire, en disant continuons la coopération internationale et au-delà de la station et de l'orbite basse, allons sur la Lune avec chacun qui peut allier ses compétences. Voilà. Alors c'est un programme qui est un peu pédalé dans la semoule, enfin un projet, pardon, un concept. Et puis est arrivé Trump avec plein d'ambitions et surtout l'envie, je crois, de marquer l'histoire. Et il y a un de ses conseillers qui a fait un livre en fin d'année dernière qui a raconté que Trump avait demandé Mars dès la fin de son premier mandat. Voilà. Mais finalement, la NASA se cherche sur l'après-ISS et l'idée est émergée assez rapidement avec un nouvel administrateur du retour sur la Lune, avec une problématique réelle aujourd'hui, c'est que les Américains veulent y aller tout seuls. Et là, je sais qu'aujourd'hui, il y a des discussions et il y a un bras de fer qui se joue entre l'Agence spatiale européenne, qui est invitée sur la phase 2,
C'est-à-dire, on retourne sur les Américains vont retourner sur la Lune d'ici 5 ans. Ça, on en parlera. On va en parler. Parce que c'est réaliste ou pas. Mais en tout cas, les Américains disent on retourne sur la Lune, mais ils pensent seuls. Et une fois qu'ils sont sur la Lune, ils veulent ils disent y aller pour y rester. Et y rester, c'est phase 2. Et là, la coopération internationale et tout le monde est bienvenu. Et l'Europe dit nous, on veut être là dès la phase 1. Et là, il y a un bras de fer qui se joue en ce moment. Il y a des réunions au plus haut niveau. C'est très difficile. Mais là, je pense que les Américains, ils ont eu aussi un peu peur de nos amis chinois, parce que comme vous voyez là, sur la slide, ils ont l'air très forts. Ils se sont posés sur la face cachée de la Lune. Hein. Ils ont un programme très ambitieux et systématique, un peu comme au moment d'Apollo, hein, quand l'Amérique avait un programme systématique pour la conquête de la Lune. Les Chinois ont les programmes Chang'e, puis les fusées correspondantes. Vous voyez par exemple ici le rover Chang'e 4 de la Chine posé sur la face cachée de la Lune. Bon, ça n'a rien de très compliqué sur la face cachée de se poser. Il suffit d'avoir un satellite en point de Lagrange pour les transmissions, mais ça impressionne. Le public a compris que la Chine s'intéressait à la Lune. Alors, est-ce que c'est ça qui motive aussi les Américains ou les Européens? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je pense, c'est que, je pense qu'il faut relativiser. Si on regarde l'histoire après Apollo, il faudra savoir que chaque administration, avec l'expression, chaque nouvelle administration américaine, avec l'exception certainement de l'administration Obama, avait proposé, dès que le nouveau président arrivait, chaque nouveau président, par exemple George Bush Senior, quand il est arrivé, il a fait une commission à 30 bombes de fanfare avec Sally Ride, une ancienne astronaute en tête, qui avait proposé un programme spatial extraordinaire avec retour sur la Lune, un voyage vers Mars, avec équipage, et des tas de projets. Et rien de tout ça n'est fait. Il faut savoir aussi que la NASA a constamment, depuis les années 50, dans cette devoir, des projets pour aller sur la Lune, et même sur Mars. On avait des projets pour aller sur Mars avec une flottillade d'astronautes. Mais ça ne dépend pas de la NASA. Et bien sûr, ces projets sont renouvelés périodiquement en fonction des nouvelles technologies disponibles, de l'avancement de la science, etc. Mais dans le fond, c'est toujours une décision politique. Et dictée aussi par l'économie. Pas seulement, mais par l'économie aussi. Et là, les jeux avec la Chine, ça verrait. Mais c'est quand même un problème technique, parce que aller sur la Lune, il y a 50 ans, on l'a fait avec la fusée Saturn V de Von Braun. Or, la fusée Saturn V de Von Braun n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Donc, alors je ne dis pas qu'elle n'existera pas dans 4 ou 5 ans, ou l'équivalent, est-ce qu'on a des lanceurs capables d'envoyer des charges importantes sur la Lune? Vous voyez par exemple la Falcon Heavy de SpaceX, mais qui, à mon avis, elle n'est pas capable d'envoyer des hommes sur la Lune. Elle est puissante, mais voilà la capsule, par exemple, qui aborde SpaceX. L'avantage de SpaceX, comme vous le voyez sur cette magnifique photo, c'est qu'il récupère les premiers étages. Hein. C'est assez formidable. Formidable. Mais ça doit diminuer les coûts. Ouais, c'est pas sûr. Il y a plein d'évacuances en même temps. Des lanceurs, je pense que ça, c'est pas un problème. On appuie Saturne V, mais il y a le SLS qui est en cours de développement, qui traîne, qui coûte cher. Tu parlais de James Webb, le SLS, il est aussi dans des coûts faramineux, mais il va finir par être prêt. D'ici 2 ans, il vole, fin de l'année prochaine. Il y a d'autres lanceurs qui sont le Falcon Heavy, je pense qu'il peut emmener une certaine partie du matériel. Amazon, par la société Blue Origin de Jeff Bezos, prépare un lanceur monstrueux. Et le SLS, là vous voyez le SLS. Elon Musk a d'autres projets dans ses cartons. C'est plutôt une question de volonté politique et budgétaire. Mais retourner sur la Lune, c'est une semaine de voyage avec des lanceurs qu'on sait faire. C'est Mars qui me paraît plus compliqué, avec le support vie et compagnie. Mais la Lune, en revanche, s'y installer pour rester, ça me paraît compliqué. Parce que les hommes d'Apollo, au bout de 3 jours, rentraient noirs de crasse, avec des combinaisons très abîmées, et pressés de rentrer. Là, si on doit rester plusieurs semaines, les combinaisons, elles ne sont pas capables de résister. Le régolithe
abrasif, la vie sur la Lune est compliquée. Alors il y a des solutions, hein, de s'enterrer, mais bon, il y a des coûts aussi qui sont... voilà. Donc retourner, se poser sur la Lune, ça me paraît faisable si c'est juste one shot. S'y installer, là, ça me paraît plus compliqué. Oui, il faut y faire. Ouais. Parce que bon, c'est ce que disait Pierre-François, en fait, le lanceur doit être capable d'injecter 25 à 30 tonnes vers la Lune, sinon ça n'a aucun intérêt. On ne va pas lancer 5 tonnes par 5 tonnes vers la Lune. Il faut un lanceur capable de lancer 25 à 30 tonnes, ce que faisait Saturne 5. Une trajectoire simple. Il faut lui demander, il faut que ce soit ce qu'on appelle un cheval de trait, un workhorse. C'est-à-dire quelque chose de simple, fiable, qui lance une grosse masse. Ensuite, pour poursuivre ce que disait Pierre-François, une fois qu'on est en orbite autour de la Lune, c'est gérable assez facilement. C'est pas tellement plus compliqué. Je vais reprendre le raisonnement des ingénieurs d'Apollo 8. Les ingénieurs d'Apollo 8 considèrent que la mission Apollo 8 n'est pas plus risquée que la mission Apollo 7 autour de la Terre. Pourquoi? Parce qu'on mettait avec le vaisseau Apollo un moteur extrêmement fiable qui n'avait pas de pièces. Qui n'avait pas de pièces mobiles, il suffisait d'appuyer sur un bouton et les deux ergols se mélangeaient, ça s'allumait. Donc on avait quelque chose qui permettait de toute façon de rentrer vers la Terre. Donc en fait, l'orbite lunaire, on sait faire, c'est relativement simple. Alors après, l'objection effectivement soulevée par Pierre-François, c'est de dire, qui est une vraie objection, c'est la poussière lunaire est très abrasive, et c'est vrai, et ça empêche des séjours longs sur la Lune, sauf à mettre un gros sas de dépoussiérage avant. Donc ça veut dire une infrastructure un peu supplémentaire à celle de la laine normale. Pour mémoire, la mission qui a été le plus impactée par la poussière lunaire à la fin, c'était Apollo 17. Il y a une photo qu'on montre dans le bouquin de la SAF, on voit Cernan avec une poussière. Ça s'infiltrait, c'est comme de la poussière de... Parce qu'ils sont restés 3 jours, hein, c'est ceux qui sont 3 jours, voilà, mais surtout, ils sont restés 3 jours. Mais en plus, c'était vraiment, ils ont vraiment brassé de la poussière. En plus, Schmitt, qui vivait sa passion d'être dans le nez dans les cailloux, il en a ramené encore plus. De poussière dans le lait, donc en fait, et en plus, la poussière lunaire, pour vous expliquer un peu ce que c'est, et je ne sais pas si vous avez, si certains d'entre vous connaissent la poussière de ciment. Oui. Bon, donc ça s'infiltre dans la peau, ça tache les vêtements, on ne peut rien en faire. Et si vous en mettez dans les yeux, c'est hosto direct. Moi, j'ai à la maison des kilos et des kilos de reconstitution de poussière lunaire. Quand on a fait la libération du livre de la SAF, on en a donné aux gens qui étaient là, qui sont venus à la libération. Si vous voulez, on met un gros warning dessus. Mes enfants, à l'époque, déjà, je leur ai dit jamais touché, mais ne pas mettre le doigt dedans. Donc c'est très compliqué. Oui, il paraît que ça reste dans les poumons aussi. Oui, ça s'infiltre partout, c'est vraiment une horreur. Alors, ce que disent aujourd'hui les industriels, c'est qu'ils disent on peut faire peut-être une étape intermédiaire, c'est partir de la base autour de la Lune, de cette station spatiale, de faire des petits atterrisseurs qui sont capables de se poser à un endroit pour une on va dire une mission de 8 heures. On descend vers la Lune en moins d'1 heure, on marche sur la Lune 4 à 5 heures, on remonte dans ce petit vaisseau et on retourne à la station orbitale. Eh bien, bravo. J'ai 2-3 films là-dessus. C'est formidable. Je termine juste. Ce qui veut dire que ces petits atterrisseurs n'auraient même pas besoin de pressuriser. Parce que qu'est-ce qui se passerait, c'est qu'au mieux, on mettrait les atomes directement en combinaison spatiale et ils se jucheraient sur un atterrisseur sans cabine pressurisée. Donc ça peut être la solution la plus simple et la moins chère. Parce que comme disait Pierre-François, c'est très cher. Et comme vous dites très justement, après on part à des considérations politiques et budgétaires énormes. Il faut savoir que le budget actuel de la NASA ne permet pas de se reposer sur la Lune. Il faudrait 30 à 40 milliards de plus à dépenser jusqu'en 2022. Aujourd'hui, ils n'ont que 1 milliard de plus sur leur budget, ou 1,5 milliard, tu me corriges si je me trompe, pif, ça. Ça arrive un 6 de plus, il en faudrait 5 de plus cette année, 5 de plus l'année prochaine, 5 de plus l'année d'après, donc ils ne l'osent pas. Donc même s'ils agitent leurs petits bras, les ingénieurs de la NASA n'ont pas l'argent pour développer. J'ai été un peu long, pardon. Oui, montre ton film. Oui, je veux juste vous montrer un petit film, 2 petits films d'ailleurs. D'abord, c'est sur les lanceurs possibles pour atteindre la Lune. Donc vous voyez à gauche SpaceX, ensuite SLS au milieu de la NASA. Et donc il y a une petite présentation de ces lanceurs, capables de mettre soit des astronautes sur la Lune, soit de se mettre en orbite lunaire pour construire, on va voir qu'on va essayer de construire une sorte de mini-station spatiale autour de la Lune. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon,
colossal, de l'argent. On a tous compris qu'il fallait de l'argent. Alors, rassurez-vous, ça dure 3-4 minutes, hein, le film. Et ce sont, bon, des simulations. Ben, on peut parler en même temps. Vas-y. L'argent, c'est un problème politique. La Lune sera de nouveau un sujet politique et pas du tout un sujet scientifique. J'attire votre attention sur le fait que les chercheurs aux États-Unis aujourd'hui sont toujours très divisés. Ils font semblant de dire oui, mais en fait ils font semblant. C'est-à-dire qu'ils ont dit récemment dans 2 lettres qui ont été publiées aux États-Unis, en particulier par le DPS. Le DPS dit oui, c'est génial, mais à condition qu'on respecte le plan décennal de la conquête de la Lune qui oblige à faire ci, à faire ça. Bon, déjà on s'ennuie au bout de la 3e phrase, on se dit mais si on fait ce qu'ils veulent, il n'y a aucun politique qui va rentrer là-dedans et donc l'enveloppe sera fermée. Donc il faut trouver, en fait, la seule chose qui ferait qu'on trouve de l'argent aujourd'hui pour envoyer des objets à la Lune, c'est mobiliser en expliquant les politiques, c'est la prochaine génération de la jeunesse, c'est la génération qui va nous succéder, donc les jeunes. Il faut les mobiliser sur des défis humains et de l'aventure et accessoirement les ramassements des cailloux. Et moi, quand je parle à mes enfants du caillou lunaire, au bout du 3e caillou lunaire, ils s'ennuient beaucoup. Le caillou de Mars, ils le connaissent par cœur. Celui de Vénus, ils l'ont vu un peu. La poussière de la Lune, ça les passionne pas beaucoup. Et le caillou lunaire, franchement, ils disent papa, il y a pas de choses à faire. Mais les martiens? Quoi? Non, mais alors par contre, si je parle à mes enfants, qui sont maintenant les voilà, ça, ils ont 28-30 ans, je leur dis mais tu vas vivre une super aventure et tu vas te poser le pied dessus, tu vas partir en exploration dans une espèce de gros rover et tu vas peut-être faire des découvertes fabuleuses avec de l'eau. Et puis en plus, tu vas monter une station et assembler quelque chose dans lequel tu vas vivre. Alors le côté vivre sur la Lune et assembler une station spatiale, même si on n'y fait rien de plus que vivre dedans, ça les intéresse. Mais alors si je leur parle, dès que commence à leur parler d'un caillou, ça les ennuie. Et ils ne sont pas plus ni moins que les autres Américains. Je ne sais pas, toi, tu as peut-être un sentiment là-dessus. En tout cas, je vais m'interroger le scientifique, mais moi, il me semble qu'à propos de la Lune et avant la mode actuelle, que quand il y avait au niveau de l'ESA, du CNES, des appels d'offres, des appels à projets, pardon, pour la science, pour décider de programmes nationaux, Mars, il y avait 200 dossiers et la Lune 3. Il y a encore des choses à découvrir sur le Lune, mais les scientifiques, sont beaucoup plus intéressés, ça c'est à confirmer. Et l'autre chose, par rapport au financement, on est complètement dans le politique, parce qu'il y a aussi un mirage que les Américains, et même un peu les Européens, agitent en disant on donne l'impulsion de retourner sur la Lune, et après, place au privé, qui va prendre le relais. Et moi, j'y crois pas. Une seconde, qui va faire de l'argent sur la Lune, avec quoi? Pour faire quoi? Voilà. Et c'est un discours très officiel, hein. Pour ne pas les citer, il y a un groupe avec qui j'ai discuté, dit pour 4% du budget de l'Agence spatiale européenne annuelle, ils proposent un programme qui s'appelle ALINA. Ils mettent une sonde qui va aller se poser sur la Lune, récupérer du régolithe et revenir, lancé par Ariane 6. Donc l'Europe peut, de manière autonome, aller sur la Lune de manière automatique, pour 4% du budget actuel. Et ils disent, et une fois qu'on a fait ça, c'est les contribuables et les ESA qui payent cette première mission, et après, place à l'industrie. Et place à l'industrie, moi je... Oui, alors le seul truc qui marcherait, c'est que nous, on l'a étudié pour un Mastercraft Pathfinder 10 à l'époque à la NASA en 97, en 93. On pouvait, il y avait des grosses sociétés du food, de la téléciphi américain, etc., qui disaient 190 millions de dollars, pour nous, c'est 20 spots de 40 secondes pendant le Super Bowl, je crois. Donc on peut payer 10 fois ça, ça ne gêne pas beaucoup, donc on peut payer 10 sondes dans Pathfinder si vous voulez, puis la NASA a dit non, on veut pouvoir gérer le même truc, parce que disait oui, on les paye, vous ferez toute la science que vous voulez, mais on veut que le robot, de temps en temps, ce journeur se tourne et tourne sa caméra vers notre marque. Alors ça, à l'époque, ça choquait la NASA. Mais en fait, si on y va, c'est pour faire de la télé-réalité sur la Lune. C'est désolant, mais c'est de dire ça, je ne sais pas ce qu'on pense, ça sera ça, quoi. Donc ça sera des majors de la télévision. Motiver le public, c'est pas... Ce qu'ils veulent, c'est après ça, c'est l'émission à la qu'on voit, tu sais, en permanence, où les mecs sont au bord de piscine avec des filles qui sont super. Je pense qu'il y a quand même un autre paramètre, parce que... C'est ça que les gens veulent voir, hein, tu sais, elles quittent leur combinaison, ils se retrouvent tous dans une pièce sympa à discuter de ce qu'ils ont vécu sur la Lune, mais en télé-réalité, les gens veulent voir ça. Donc, et qu'est-ce qui se passe si les Chinois
arrive avant les Américains sur la Lune et dépose, par exemple, 3 femmes astronautes sur la Lune. La course est perdue pour les États-Unis, et ça c'est un bon sujet, parce que c'est même pas sûr que ça mobilise derrière pour y retourner. La seule chose qui fait que Trump y va pour l'instant, c'est qu'il dit j'ai l'espoir encore de déposer 2 mecs ou d'y aller encore avant les Chinois. Et une fois que les Chinois ont gagné, c'est le paradoxe de Kennedy, parce que Kennedy il a engueulé son monde en 62, tous les gens de la NASA. Il y a la fameuse engueulade, justement, vous trouvez dans le cas d'Assaf, où il leur dit, je vous résume, il leur dit c'est une course, ça n'a aucun intérêt d'arriver second. Donc, messieurs, arrivez les premiers. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, la Lune, c'est la priorité? Alors, l'administrateur de la NASA, Truffaut, il dit c'est une des priorités. Ah non, dit Kennedy, c'est la priorité. Ah oui, mais il y a la science. La science, m'en fiche, dit Kennedy. C'est le sujet, c'est est-ce que vous mettez 2 gars sur la Lune? Et ils disent oui, vous devez le faire. Et en fait, Trump, c'est ça. Trump, d'ailleurs, un propos très intéressant pour du SLS, il a engueulé les mecs de Lockheed Martin en leur disant écoutez, on a embouté des milliards depuis 10 ans, votre truc, vous ne le sortez pas. Si vous ne le sortez pas, moi j'en appelle d'autres qui vont le faire. Tout le monde a dit oui, bien sûr, on est capable de le faire. Il paraît que tu vas nous le dire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Lockheed Martin? Chez Boeing. SLS, c'est ce que vous venez juste de voir il y a 2 secondes, les fusées qui étaient disposées là. Et effectivement, il semble d'ailleurs que SLS prenne du retard. Non, mais comme par hasard, il va sortir. Non, il va sortir. Parce qu'ils ont dit ils perdent le contrat. Trump a dit si vous ne sortez pas un truc d'ici 2 ans, vous perdez le contrat. Donc il paraît que ça travaille jour et nuit en ce moment. Comme par hasard, on a trouvé des solutions à des problèmes qui étaient insolubles, parce que c'est ça. Parce qu'il ne faut pas en rire. Hein. Les Américains sont, comme tu disais très justement, François, comme vous disiez très justement, c'est qu'une fois qu'ils se mettent en route, en ordre de bataille, ils gagnent. Et en ce moment, ils sont en train de se remettre en ordre de bataille. Donc, et une fois que on va voir des résultats sortir, et on les verra sortir, je pense, de manière efficace. Alors, justement, je te vois un petit bout de film, là. Tu sais, dans la notion SLS, il y a ce que tu expliquais sur cette mini-station lunaire, en orbite lunaire, le Gateway, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on peut peut-être regarder, j'ai quelque chose sur le Gateway. C'est la construction d'une station lunaire en orbite pour permettre d'atterrir pendant quelques heures sur la Lune et de revenir à la station, c'est ça? C'est ça le principe? Oui, c'est si, complète. Qu'est-ce qui... Oui, je fais ça, mais en fait, j'avais bien parti tout à fait un peu sur l'intérêt des scientifiques par rapport à la Lune et le fait que pendant quelques années, en tout cas, il y avait peu de réponses aux appels d'offres des agences. En vidéo, vous voyez la construction du Gateway. Hein? Allez-y, Nico. Non, les scientifiques, là on parle des missions avec l'équipage, mais c'est pas la même chose. Non, là les scientifiques, ils savent très bien que si on commence à avoir des missions avec l'équipage, c'est fini, la plupart des projets de la NASA vont se mettre de côté. Alors vous voyez là, excuse-moi, une capsule Orion, donc la capsule de la NASA, qui vient se connecter sur le Gateway, sur cette mini-station spatiale. C'est elle qui fait les allers-retours avec la Terre. Donc il n'est pas prévu qu'elle se pose sur la Lune. Hein. Oui, si je peux me permettre, mon sentiment, c'est très joli tout ça. Oui, mais si j'avais à parier, je parierais que rien de tout ça ne va se produire. Non pas parce qu'on n'a pas la vision, il y a beaucoup de gens qui ont la vision, mais l'expérience montre que quand on est allé finalement sur la Lune, si on avait demandé à von Braun en 1960, 10 ans avant le premier homme qui s'est posé sur la Lune, de nous faire un film comme ça, comment ça se passerait? Mais il nous aurait montré son projet qui était un rendez-vous en orbite autour de la Terre et envoi du vaisseau sur la Lune. Et non pas le rendez-vous orbital autour de la Lune qui a été finalement sélectionné. Donc tout ça, ça a un intérêt, ça nous, pour intéresser ou pour susciter l'enthousiasme du public. C'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas croire que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, ça a un intérêt tout à fait réel. Alors l'intérêt des scientifiques, j'ai répondu, effectivement, pour les scientifiques, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas énormément, quoique, en fait, quand j'étais à gosse, je voulais, mon rêve, c'était de devenir astronaute. Finalement, je ne l'ai pas fait, je suis devenu astrophysicien. Mais je peux imaginer qu'il faut absolument maintenir l'esprit pour les générations futures, justement, on a parlé de la jeunesse, il faut le faire, mais malheureusement, il y a d'autres facteurs, il n'y a pas que l'enthousiasme. Dans la vie, il y a aussi les facteurs politiques, économiques, etc. Et c'est ça qui va finalement avoir le dernier mot. Alors,
Dernière séquence vidéo, là c'est maintenant on est au niveau du gateway et le gateway possède un atterrisseur lunaire. Donc vous voyez l'atterrisseur qui est connecté au gateway qui tourne autour de la Lune et c'est ce module-là qui va se poser sur la Lune. Tu crois toi aussi? Je suis comme un peu le professeur, je le trouve très gros ce module. Je trouve qu'il n'est pas très économique, comme ça, spontanément. Ou alors c'est pour un séjour long. Je ne pense pas qu'ils vont faire un séjour long tout de suite. Il faut justifier encore une fois auprès du contribuable américain les sommes qu'on va mettre dedans. Vous savez, la Chambre des représentants et au Sénat, tout simplement, il y a le Congrès réuni. Les chambres des représentants, c'est plutôt les locaux, c'est les gens vraiment qui représentent la population très locale dans les États. Et les sénateurs représentent la partie très politique, très décisionnelle sur les budgets aussi, mais plus politique encore. Et en fait, ils ont des comptes à rendre au centime près. C'est pas comme les gentils débats qu'on a à l'Assemblée. Il faut oublier ce qui se passe en France. En France, on ne sait pas défendre des budgets vraiment à la manière américaine. C'est-à-dire qu'à la manière américaine, l'administrateur de la NASA se retrouve devant tout simplement un panel de sénateurs à ouvrir la page 6263. Qu'est-ce qui a marqué à l'alinéa 4? Vous annoncez un truc de je ne sais pas quoi, 2 millions, et ça signifie quoi? Donc, ils sont interrogés tout le temps sur des choses très précises. Pourquoi? Parce qu'ils ont des électeurs qui leur demandent des comptes au centime près. Et eux-mêmes, chaque sénateur, chaque représentant, va marquer sur son site ce qu'il a permis de faire, ce qu'il a voté, parce que tous les votes sont publics, donc on ne peut pas y échapper, et en plus ce qu'il a permis de faire comme économie ou pas. Donc on est jugé là-dessus aux États-Unis. Donc les négos sont très serrés, mais alors une fois que c'est accepté, c'est comme une armée, une fois de plus, tout le monde y va. Eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui peut commenter cette planche de la NASA qui explique le budget de 2019 à 2024. Je n'ai pas tout compris. Mais c'est quand même, il y a des chiffres derrière ça, il y a des dates. Ils sont quand même un peu obligés de respecter. Non, pas du tout, parce qu'en fait, chaque année, oui, alors là, exactement. Aujourd'hui, ils commencent à négocier le budget dans 2 ans. Parce que vous savez, c'est l'année fiscale américaine, 100 et 2 ans plus tard. Et aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent pendant 2 ans. À moins que François, tu as des comptes votés, je ne sais pas, tu suis sur la zone près. Donc tout ça, c'est une belle slide PowerPoint, quoi. C'est un slide, oui, alors comme disait le professeur, c'est un slide de PowerPoint, bon, ça donne une idée, une espèce de vision de la manière dont on peut le faire fonctionner. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des détails qui ont été un peu chiadés, puisque il semble que ça soit une coopération internationale entre la NASA, l'ESA, les Japonais, les Russes. Donc tout le monde rêve. Non, parce que la vision de Trump, c'est qu'il considère que l'ESA est ingouvernable. Il dit que lui, et d'ailleurs c'était la vision de tous les présidents américains, c'est que le président américain, il dit, moi j'ai un administrateur qui dépend de moi, sur le plan politique, et qui n'a de rendre compte qu'à moi, et qu'éventuellement, quand il se fait attaquer par le Congrès, il doit répondre devant le Congrès. L'ESA, c'est X pays, il y en a combien maintenant, Pierre-François, je sais pas, 27, bon 27, qui ont des ministres, il n'y a pas un administrateur, c'est compliqué, c'est ingérable. La chose. Donc en fait, ils sont obligés de faire des négociations politiques avec le juste retour entre les programmes. Ça existe toujours le juste retour? Ah oui, en plus. Donc c'est un juste retour, c'est que quand vous mettez 1 euro dans le programme, vous devez avoir 1 euro de retour dans votre industrie. Bon, dans les labos. Bon, donc c'est ingérable. Et Trump, il a raison. Il dit, moi, je ne vais pas m'engager avec une agence comme ça sur un programme aussi lourd si ça n'a pas délivré. Alors l'ESA, quand même, c'est délivrer les choses. On délivre très bien. Le module, derrière la capsule Orion, il y aura le module de service, qui est un module européen. Donc on est arrivé à le faire quand même. Et donc on est capable de délivrer les choses, mais c'est compliqué sur le plan politique. Et lui, Trump, il veut aller très vite. Alors justement, restons dans l'ESA et peut-être dans le rêve. Je vous parle des villages lunaires qui semblent être un projet sérieux de l'ESA, au moins ce que nous ont dit Claude Guégueret, Bernard Fouin et d'autres. Vous voyez ici un de ces villages. La base, ça serait une structure gonflable qui serait recouverte de régolithes lunaires.
Le problème sur la Lune, un des problèmes sur la Lune, bon, il vous a parlé de la poussière, du régolithe, ça c'est vrai, c'est rédhibitoire, mais il y a un deuxième problème, ce sont les radiations. La Lune ne possède pas d'atmosphère, donc ne bloque pas ni les radiations galactiques, ni les émissions du Soleil. Donc si vous restez village lunaire, ça veut dire qu'on y reste un certain temps. Déjà même les astronautes d'Apollo ont pris un peu à la figure, hein, certaines missions, je crois que c'est quoi, Apollo 14 qui a été particulièrement visé. Et donc il faut faire quelque chose contre ça. Or il semble que l'ESA ait trouvé la solution contre, vous voyez, le type de rayonnement qu'on trouverait sur la Lune, hein, entre ceux qui viennent de la galaxie et ceux qui viennent du Soleil. Ce sont des rayonnements très énergétiques contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose, sauf mettre d'énormes protections épaisses qu'on ne peut pas transporter. Alors, sur la Lune, il y aurait, vous voyez la petite animation en haut à gauche, nos amis de l'ESA ont pensé faire à partir du régolithe lunaire des briques de matériaux, oui, du béton, quoi, en gros, qu'on mettrait sur les structures gonflables qui auraient été amenées auparavant. Et on vivrait à l'intérieur de ces structures gonflables, protégées par le régolithe lunaire. Alors ce sont des robots qui fabriqueraient ce régolithe. Oui, pourquoi pas. Moi, quand on pose des défis, je dis pourquoi pas, on a été sur la Lune il y a 50 ans. Bon, donc l'idée n'est pas absurde. Je ne sais pas, vous avez un sentiment là-dessus C'est ce qu'on disait, c'est que pour l'instant, c'est des dessins d'artistes, c'est des... Oui, mais non, il y a du fric derrière ça, il y a des budgets, il y a des gens qui travaillent. J'ai vu les briques. Oui, il n'y a pas d'argent, il y a un petit peu, il y a quelques ingénieurs qui... Non, il n'y a pas un programme, il n'y a pas une ligne budgétaire suffisante. Alors, c'est quoi ça? Ce sont des études. C'est les tunnels de lave, alors? Peut-être que ça va se faire un jour. Oui. Mais quel jour? Oui. Moi, je serais prêt à parier qu'on ne sera pas là. Donc c'est de l'argent perdu, ce qui Je ne prend. peux pas dire que ce n'est pas de l'argent perdu. Peut-être que ça va se faire d'une autre manière, on ne peut rien prévoir. C'est intéressant, c'est toujours utile de présenter ce genre de projet. Comme je dis, ça nous fait rêver, ça permet aux ingénieurs d'affiner leurs projets, leurs connaissances technologiques. Mais finalement, est-ce que ça va se faire comme ça, d'une autre manière? Bon, ça c'est un projet de l'ESA. Peut-être d'ici 2 ans, quelqu'un, un Chinois, viendra avec un autre projet plus affiné, mieux construit, mieux conçu, mieux ficelé. Et donc, oui, on le fera un jour. Mais peut-être le feu vert sera donné non pas à 2024, parce que Trump veut que ça coïncide avec la fin de son 2e mandat, mais ça se fera peut-être en 2034 ou en 2054. Justement, ce que vous venez de dire, oui, il y a 50 ans, on est allé sur la Lune. Voilà, c'est Une fois que les Chinois parce que justement, pourquoi 50 ans et non pas 70 ans pour le tourner? Quelle est la différence? On est là, rien n'a changé dans les fonds. Oui, mais si on raisonne comme ça, je l'ai dit, je suis le premier à le dire, j'essaie aussi de souffler à mes enfants un peu l'amour pour ce genre de choses. Mais malheureusement, on a eu tellement de déceptions sur ce plan depuis 50 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez des projets de l'ingénieur O'Neill, l'américain, l'économie spatiale, des superbes planches de la NASA avec des milliers de gens qui travaillaient, qui vivraient en permanence. Et O'Neill pensait que tout ça, ça pourrait se produire au début des années 2000. Il y avait, parce qu'il était en 1970, et il se disait, dans 30 ans, bien sûr, on va le faire, puisqu'on est allé sur la Lune. On est là et on peut ce qu'on peut faire. 50 ans plus tard, c'est d'envoyer quelques astronautes à 400 km d'ici. Et encore, ils ont beaucoup de problèmes pour vivre. Donc finalement, l'espace, oui, c'est faisable, mais c'est très, très dur, beaucoup plus dur que ce qu'on pensait au départ. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on retournera sur la Lune. Ça paraît à peu près sûr. Des êtres humains retourneront sur la Lune, peut-être pas les Américains, mais des êtres humains retourneront sur la Lune, et alors ils vivront de quoi? Quelles sont les ressources lunaires? Vous voyez ici le pôle sud de la Lune. Ce que vous voyez en bleu, c'est de la glace. Il y a de la glace sur la Lune. Vous savez qu'il y a des cratères qui ne voient jamais la lumière.
et donc qui ont conservé la glace des chutes de comètes, etc. Bah, ils vivront, tu sais, c'est pas compliqué, Trump, la vision de Trump, c'est qu'ils vous feront des burgers et des frites. Parce que pourquoi? Parce que c'est facilement acheminable depuis la Terre. En fait, la Lune, c'est quoi? C'est 5 jours, 4 jours de trajet. C'est facilement réapprovisionnable. En fait, c'est même plus accessible qu'une base en Antarctique. Donc, l'approvisionnement des astronautes sur la Lune, c'est pas compliqué en soi. Par contre, tu as raison, c'est l'eau. L'eau, c'est lourd, ça ne va pas se comprimer, en fait. Donc, si on trouve de la glace à creuser, je ne sais pas ce que t'en penses, François, mais bon, si on trouve de la glace à creuser, on sera très content, ce sera pas ça de moins. On peut aussi concasser le sol lunaire, beaucoup, et récupérer de l'oxygène. Oui, Voilà, ça, c'est important. Donc, ça fait encore moins de masse. Mais par contre, bon, ils font peut-être des cercles pour cultiver des choses. On n'a pas testé vraiment complètement le sol lunaire, faire pousser des plantes, c'est vrai que c'est pas fabuleux. oui, bon, on a fait pousser des choses à bord de l'ISS. Bon, ça compte. Oui, mais là je parle de sol lunaire. Ouais. Donc au début, ils vivront de nourriture apportée de la Terre. Oui, c'est pas loin, donc. C'est pas loin, ça va vite, on sait lyophilisé tout ce qu'on veut, on a une expérience là-dedans bien. Et puis comme des Américains, de toute façon, il y aura un chef français à bord, parce que c'est toujours, ça traîne toujours des Américains, le chef sera français. Oui, mais toujours un chef français. la bouffe, ça sera un Moon Burger, avec un Moon Beaujolais. Voilà. Alors, ce que vous voyez, l'image que vous voyez à droite, c'est en fait, on sait qu'il y a de l'eau sur la Lune. Là, c'est une sonde américaine qui s'est écrasée volontairement sur la Lune. C'est la sonde L-Cross. Et au moins, elle s'est écrasée. On a mesuré le spectre de la poussière, de la vapeur. Et on a mesuré de la vapeur d'eau. On a même calculé la quantité de vapeur d'eau. Enfin bref, il y a de l'eau. En fait, dans le système solaire, il y a de l'eau partout, hein, vous avez compris. Alors, il y a une ressource, je voudrais quand même vous en dire 2 mots. Il y a une ressource qui pourrait être intéressante pour la Terre, au point de vue énergétique, c'est l'hélium 3. Alors, l'hélium 3, vous voulez en parler? Oui, ça c'est encore un serpent de mer qui vient. Et puis, bon, je suppose que tout le monde est au courant, vous avez entendu parler de la fusion thermonucléaire. Bon, vous savez le mot, vous savez ce que c'est. Sur Terre, on a maîtrisé. La première chose qu'on a fait pour l'énergie nucléaire, c'est de faire les bombes atomiques qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'est la fission nucléaire, des noyaux très lourds comme l'uranium qui fusionnent en deux et dégagent un peu d'énergie. Ensuite, on a construit des bombes à fusion, c'est-à-dire des noyaux très légers, des noyaux d'hydrogène essentiellement, qui fusionnent entre eux, qui dégagent encore plus d'énergie. C'est les bombes, heureusement, on ne les a pas lancées sur des cibles habitées, c'est les bombes thermonucléaires à Bikini, etc. D'ailleurs, vous savez que le mot Bikini vient de l'île de Bikini. C'était un petit îlot dans l'océan Pacifique sur lequel les Américains ont testé les bombes. Et parce qu'il faisait très chaud, et puis les maillots Bikini sont très chauds, voilà, très hautes, on les a fait Bikini. Mais la fusion thermonucléaire, on ne l'a pas encore maîtrisée. Après 50, 60 ans, maintenant il y a l'usine à Cadarache. Il y a un cadre militaire qui va être en haut. Voilà, mais est-ce que ça va réussir? Il faut se 30 ans. Voilà, ça fait déjà. Voilà. Alors, si jamais on arrive à maîtriser la fusion thermonucléaire, on aura énormément d'énergie pour très longtemps. C'est très efficace et il n'y a pas de déchets radioactifs, c'est l'intérêt. Mais, il y a beaucoup de mais. Une des choses, c'est que même à Cadarache, ce qu'on va faire, la réaction la plus évidente, parce que c'est les noyaux les plus légers, plus faciles à faire fusionner, c'est le deutérium. Le deutérium, il y a l'abondance dans l'eau terrestre, c'est l'isotope lourd de l'hydrogène, il n'y a pas de problème. Mais on le fait fusionner avec du tritium. Tritium, ça n'existe pas dans l'état naturel, on le produit dans les réacteurs à fission. Il y en a très peu. Et en plus, cette réaction, une grosse partie de l'énergie s'en va sous forme de neutrons qui sont électriquement neutres. On ne peut pas les contrôler par le champ magnétique. Donc ça tombe sur les parois du réacteur et rend les parois du réacteur radioactifs. Voilà. Ça, c'est pas très commode. En revanche, la réaction deutérium plus hélium 3. Hélium 3, c'est un autre isotope. Elle ne produit pas de radioactivité, pas de neutrons. Ce serait idéal. Vous voyez, ça donne de photons et de l'énergie. Voilà, pas de neutrons là-dedans. Mais il y a l'hélium 3 et son isotope le plus lourd, l'hélium 4, n'existait pas sur Terre. Pourquoi? Parce que l'hélium, c'est un gaz noble, comme on dit. Chimiquement, il n'interagit pas. Il est très léger, donc quand la Terre a été formée, l'hélium s'est échappé. Et pourquoi elle est sur la Lune alors? Parce que la Lune est bombardée tout le temps par le vent solaire.
qui viennent du Soleil. C'est des particules énergétiques qui arrivent du Soleil et qui sont implantées, qui restent implantées à la surface de la Lune. Donc il faudrait excaver la surface de la Lune sur une très très grande étendue, des centaines de kilomètres, pour récupérer des quantités de l'ion 3. Si on arrive à récupérer tous les ions 3 qui existent à la surface de la Lune, qui est stocké là depuis des millions d'années, des milliards d'années, on pourrait satisfaire nos besoins énergétiques pour 100 000 ans. À condition qu'on fasse l'excavation et puis qu'on arrive à maîtriser la fusion. Il y a des projets. Voilà. On est là pour l'instant. On peut rêver. Bon, on s'achemine vers la fin. Je voudrais quand même terminer par une question. La Lune, c'est bien, mais Mars, c'est mieux. Alors, est-ce que la Lune serait un tremplin pour Mars? Est-ce que ça serait la Lune et Mars, la Lune ou Mars pour les agences spatiales? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Il y a des débats. Tout à l'heure, tu disais de manière un peu péremptoire qu'on retournera forcément sur la Lune. Il y a des gens qui disent non, on n'a plus besoin d'aller sur la Lune, allons directement sur Mars. Il y en a d'autres qui disent que la Lune, effectivement, c'est un tremplin pour, pas très loin de la Terre, tester du matériel. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. Et là, aujourd'hui, c'est un peu la cacophonie dans la communication de Trump avec ses tweets, qui veut dire, avec tout l'argent qu'on donne à la NASA, puisqu'il a rajouté 1,6 milliard, ce qui n'est pas suffisant, mais lui, il considère qu'il fait un effort, il dit que la NASA n'arrête pas de communiquer sur le tour sur la Lune, c'est petit joueur. Moi, je veux qu'on retourne sur la Lune d'ici 2030. Je ferai juste une petite anecdote, avec un petit clin d'œil à Albert Ducrot. Quand on était au Cosmos Club de France avec Albert Ducrot, tous les 5 ans à peu près, avec Christian Lardy notamment, on faisait un petit tour de table avec Pascal Ly, avec des gens comme ça, tous les 5 ans à peu près, en disant qui croit au retour, enfin à l'aventure martienne, et quand voyez-vous le premier pas sur la Lune? Moi je suis rentré au Cosmos Club de France en 91, et tous les 5 ans à peu près, on disait bah, c'est dans 20 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Et donc aujourd'hui, vous l'avez cité, il y a les Bush qui sont passés par là, qui ont promis Mars en 2015, en 2030, en 2050. Là, on promet 2030, on promet la Lune dans 5 ans. Bon, la prospective, c'est ce qui est le plus difficile à faire. On devrait faire un livre sur toutes ces annonces, c'est assez rigolo, depuis les Von Braun qui proposait Mars en 81. Donc, pour répondre à ta question, Mars ou la Lune, il y a plein de scénarios. Tout ça, encore une fois, dépendra de l'argent qu'on va mettre sur la table et de la volonté et du calendrier. Mars, c'est 250 à 300 milliards de dollars, comme ça. Voilà, ça. Et ça coûte ça tout le temps en dollars constants. Depuis 68, c'est toujours le chiffre qui est annoncé. En dollars constants, on dit toujours, depuis 68, on dit c'est 250 à 350 milliards de dollars. En 68, c'était énorme. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins, mais enfin, quand même, c'est insupportable pour le contribuable américain. Donc, on peut faire, comme vous disiez justement pour les sœurs, on peut faire des beaux films, on peut montrer aux gens, mais tant que personne se colle à trouver cette somme, il n'y a rien. Mais encore une fois, 250 milliards de dollars, c'est pas si énorme que ça. La première guerre du Golfe a coûté 250 milliards de dollars. Bouge pas. Première guerre du Golfe, 250 milliards de dollars. Et ça a été payé comme ça. Avant, ça a duré 9 mois, 10 mois, on l'a payé comme ça. Donc l'argent, objectivement, il y a de l'argent. On peut aussi faire tourner la planche à billets, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un programme spatial? C'est un programme militaire fait en temps de paix. Voilà, c'est comme ça, Apollo, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'Apollo? C'est un programme militaire effectué en temps de paix. C'est un effort militaire, pas un programme, un effort militaire fait en temps de paix. Donc on peut trouver de l'argent là, on peut accepter de l'inflation, on peut accepter de faire moins de trucs, et plus dans l'autre sens. Ça revient à ce que c'est entièrement 100% un sujet politique. Oui, mais il semble que, indépendamment des dollars, l'administrateur de la NASA a donné des dates sérieuses. 2033 pour nous, c'est demain. Oui, mais moi je suis parti de Macron tout à l'heure, a promis qu'on réparerait Notre-Dame dans 5 ans. Moi, je fais la même comparaison. J'ouvre le pari. Notre-Dame ou les Américains sur la Lune en 2024, lequel sera le premier? J'ai la réponse. Est-ce qu'on a des lanceurs pour Mars pour amener des hommes sur Mars? Non. Tu fais les questions-réponses. En plus de ça, supposons qu'on ait un lanceur, vous savez que le voyage il dure 7 mois,
pour le moment, avec les technologies actuelles, donc les gars, ils risquent d'être un peu grillés à l'arrivée à cause des radiations. Bon, il y a quand même un espoir. Allez, il y a quand même un vrai espoir. Ah, voilà le martien. Voilà. Avant la Première Guerre mondiale, quelques fous allaient en avion et tout le monde prenait le bateau. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, de plus en plus de gens riches prenaient l'avion pour se déplacer et la majorité prenait des bateaux qui allaient un peu plus vite. Après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde prend l'avion et quelques fous vont dans l'espace. Après la Troisième Guerre mondiale, ce sera génial. Vous verrez, tout le monde ira dans l'espace et quelques fous iront se balader sur la fin du Centaure. Donc finalement, il y a de l'espoir. Mais je ne sais pas si tu nous donnes de l'espoir, mais Sur Mars, ce sera après la Première Guerre mondiale, tout le monde ira, mais après, ce sera plus un sujet. On aura des technologies absolument extraordinaires, on aura quelque chose. oui. Est-ce que c'est utopique? Je ne sais pas, moi je vous pose la question. Et après, il y a plusieurs scénarios aussi sur Mars. Est-ce qu'un jour, on arrive à se mettre d'accord pour faire une mission one-shot où on va poser le drapeau, le pays, de ce que tu veux, c'est une mission internationale, il y a de l'argent sur la table, on y va, on est capable de le faire. Ça, c'est une première chose. Après, il y a aussi ceux qui rêvent d'une installation permanente sur Mars, mais qui posent alors encore plus de problèmes que le voyage d'y aller, c'est l'énergie sur place. Construire une cité sur Mars, laisse-moi terminer, mais construire une cité sur Mars, comment on extrait, avec quelle machine? C'est bien Juste, ce que vous voyez dans le fond, c'est la vision d'Elon Musk de son lanceur pour Mars, où il continue. Je viendrai Elon Musk après. Donc, en tout cas, une base martienne, dire utiliser le matériau sur place, oui, mais avec quelle énergie, avec quel matériel? Il faut amener des tracteurs, des choses comme ça. Comment on va. Voilà. Donc, il y a un problème sur une implantation permanente sur Mars, il y a un problème de logistique colossal, industriel colossal. Donc, on peut aussi rêver. Je regarde en ce moment la série The Expanse, au XXIe siècle, pourquoi pas? Mais là, dans l'état actuel de la société, de la technologie et des budgets, oui, c'est de la science-fiction. Alors après, Musk, pourquoi pas? Donc, tout à l'heure, j'ai mis un petit bémol sur ces fusées réutilisables qui sont techniquement bluffantes, mais économiquement, on demande à voir, on ne connaît pas les budgets, et on pense même que Musk perd de l'argent, et tout le monde ne va pas dans le réutilisable, même si l'Europe a l'air d'y aller, elle regarde ce que ça va donner, mais elle n'y va pas, c'est pas encore décidé, et c'est pas un retard. Enfin, moi, je ne prends pas comme ça, et je suis assez convaincu par le discours d'Ariane Espace aujourd'hui, qui reconnaît avoir peut-être mésestimé, mais qui fait quand même aussi des calculs. Et Musk, peut-être qu'il va envoyer quelques fous vers Mars, mais alors, Musk, son premier projet, c'était je vous fais le lanceur, je vous envoie 1000 personnes et vous vous débrouillez après. Il n'a pas trouvé la solution d'implantation sur Mars. Et que pensez-vous de ce projet martien d'aller simple? Il y en a qui proposent un aller simple. À ma connaissance, il a abandonné. Oui, mais il y a toujours des gens qui sont prêts à se sacrifier pour ça. Est-ce qu'au point de vue éthique, un gouvernement peut permettre un lancement d'un tel lanceur, un one-way ticket? Non. Faut pas croire que parce qu'il y a des fous, il y aura d'autres fous qui vont les lancer quand même. Non, ça ne va jamais se produire. Il n'y a aucun gouvernement qui le ferait. Même il y a des malades qui peuvent se manifester et dire je n'ai pas de problème. Mais il n'y a aucun gouvernement responsable qui va mettre des milliards pour. Voilà, ça fera une difficulté très négative pour le gouvernement. Tout le monde va dire qu'ils sont des gouvernements scientifiques. Non, mais ça ne se fera jamais. Et pour rebondir sur ce que vous disiez très justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de quatrième sortie pour Apollo 17. Parce que la NASA avait qu'une envie, même il n'y aurait qu'une sortie pour Apollo 17, ils avaient qu'une envie, c'était de ramener sains et saufs sur Terre pour la dernière mission. Sur le plan politique, en fait, Nixon, il regardait sa montre, il disait après la Lune, moi je vais les ramener sains et saufs. Il avait été traumatisé par Apollo 13 et Nixon avait vu, elle était sincère, son émotion pour Apollo 13 a été vraiment sincère. Enfin, ses conseillers lui disaient, enfin, tu sais que s'il se plante, c'est mauvais pour ta réélection. C'est ça aussi. Donc Nixon, qui était une belle politique d'abord, a vu Apollo 17 rentrer très content sur Terre avec les gens sains et saufs. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Mars, c'est très compliqué. Alors, Robert Zubrin disait très justement que la conquête de Mars se fera par des hommes de fer dans des vaisseaux de bois. C'est-à-dire qu'il faudra accepter de faire comme les astronautes d'Apollo qui prenaient un vrai risque. Parce que Apollo, on oublie souvent de le dire, c'était sur volontariat. Ils étaient tous pour le faire, tous, quoique, mais tous les astronautes étaient globalement volontaires, mais ils étaient volontaires. C'est une base de volontariat.
Et là, absolument, il n'est absolument pas désigné. D'ailleurs, il se bousculait peut-être pour dire je veux partir et aller sur la Lune. Mais en fait, c'était du pur volontariat. La NASA n'a jamais imposé à quelqu'un d'aller sur la Lune. Je ne suis pas sûr que les soviétiques, c'est du volontariat. Les soviétiques, Gagarin était volontaire pour y aller vraiment. Les premiers. Sur le programme N1 et L1, je pense que là, on parle de cosmonautes. Voilà, cosmonautes, exactement. Voilà. Écoutez, bon, je pense qu'on arrive à la conclusion de notre débat. Je voudrais juste, de votre part, à chacun, un chiffre. À votre avis, le retour de l'homme sur la Lune, que ce soit américain, chinois, patagonais, est-ce qu'on peut faire une prédiction qui ne soit pas trop absurde? Yves, tu veux commencer? Pas en 2024. Combien? Pas en 2024, l'homme sur la Lune. Je ne réponds pas à ta question, mais j'ai dit tout à l'heure, tous les 5 ans, on revoit le calendrier. Oui, mais c'est le jeu, ça. Non, mais c'est le genre. Un programme, c'est 10 ans. Un programme, c'est 10 ans. Là, ils peuvent accélérer, effectivement. L'homme sur la Lune. Alors, un chiffre qui est frappant. Vous me détruisez ma dernière phrase, alors. Tu arriveras à la placer, t'inquiète pas. Apollo, c'est décidé et c'est mis en place en 8 ans et demi. C'est incroyable. Et on n'a pas fait l'équivalent. C'est difficile de comparer des patates et des tomates, mais le programme Hermès. Mais il faut des challenges dans la vie. Le programme Hermès, on a mis le temps équivalent à Apollo pour l'annuler. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut retourner sur la Lune en moins de 10 ans. Donc, grosso modo, en général, on dit qu'il faut 10 ans pour développer un programme. Chez SpaceX, c'est 5 ans. Donc, il y a peut-être moyen que la NASA accélère. Mais pour ça, il faut la mise de départ. Et la mise de départ n'est pas là. Donc, à partir du moment où il y a la mise de départ, ma réponse, c'est 10 ans. D'accord. Nicolas Fransos. Ah, moi, je serais très précis. Je ferai un 32 mars. Un quoi? Le 32 mars. Je ne sais pas quelle année, mais. Bon, pas de chance. Allez, la seule réponse sérieuse, Olivier. Non, parce que Il fait la même chose que je pense, c'est qu'on ne peut pas savoir, tous les 5 ans, on va revoir le calendrier. Il n'y a pas d'argent, déjà on a perdu 2 ans, donc c'est pas 2024, aujourd'hui on fait le budget de 2021, parce que c'est le budget fiscal de 2021 qui commence à discuter, donc déjà il y a l'argent n'est pas là. Donc ça peut pas être 2024, puisqu'il faudrait, pour 2021, injecter, on a fait le calcul, il faudrait à peu près 12 milliards déjà injectés pour 2021. Bon. Mais on ne sait pas comment ils peuvent injecter 12 milliards d'un coup. Alors, sauf événement imprévisible politique sur le plan international. Voilà. Il y a un truc, et ça on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Moi je ne suis pas devin, mais je sais que il y a des événements internationaux graves, tristes ou joyeux qui peuvent se déclencher n'importe quand dans le monde aujourd'hui. Et il peut se passer un événement que je ne connais pas, que je suis incapable de prédire, qui ferait que d'un seul coup ça s'accélère, mais pour une raison qui n'est pas une raison forcément très logique. Un peu comme pour Apollo, la raison a été que parce que l'Amérique a perdu en espace de moins de 7 jours, ils ont eu la paix des cochons et Gagarine. Voilà, donc perte de prestige d'un coup. Donc il se peut que n'importe quoi arrive et d'un seul coup l'Amérique réalise que. Bon. Et à ce moment-là, ils trouveront l'argent, parce que l'argent il y est. Par contre, il faudra convaincre le Congrès. Et le Congrès va, parce qu'Apollo s'est permis, on en a parlé un peu brièvement, mais juste pour terminer en une seconde, c'est que quand les premiers budgets ont été votés pour Apollo sous Kennedy, tout le monde s'est cadré en disant mais jamais on ferait passer ça au Congrès. Et le Congrès s'est cadré, donc tout le monde s'est cadré. Mais ils l'ont fait passer pour des raisons politiques strictement. Donc vraiment ta question c'est ça. Voilà. Bon ben moi je me lance. 2024, les Chinois. Eh oui. Parce que eux, ils n'ont pas tous ces problèmes de budget. Quand Xi Jinping il dit je veux ça, c'est fait, sinon c'est le goulag. Le goulag chinois, mais le goulag quand même. Donc je pense que les Chinois ont un pas d'avance là-dessus. Alors maintenant, on a fini notre discussion. On va vous passer la parole si vous avez quelques questions avant de terminer. Alors, qui est-ce qui a des questions? Monsieur Bassini. Je suis un petit peu surpris par certaines choses qui ont été dites tout à l'heure à propos des
genre de choses, c'est le développement des systèmes et la façon dont on a conceptué la fin avec les 3 derniers web qui ont été annulés au dernier moment, m'a toujours paru curieuse, puisque après Apollo 17, il y avait 18, 19 et 20, et ils étaient déjà budgétés, ils étaient même déjà en grande partie construits, et la meilleure preuve, c'est que la Saturn 5 d'Apollo 18 a servi pour lancer le Skylab. Donc, le côté économique était assez secondaire de cette histoire-là. Et en plus, il faut se souvenir que c'est Apollo 17 qui était le premier vol, donc le dernier Apollo, mais le premier pour lequel il y avait un scientifique à bord, c'était Alfred Schmitt, le géologue. Donc, il y a eu quand même pas mal d'incohérences là-dedans, et c'est d'ailleurs assez injuste quand on y réfléchit historiquement que ce soit Nixon qui ait signé la plaque qui est sur la Lune, alors que le pari de départ était Kennedy. Alors ensuite, on est passé à Skylab, mais il n'y a pas eu de suite pour Skylab, donc en fait, le côté station spatiale a été laissé de côté pendant très longtemps. Les Russes ont fait Salyut, nous, c'est souvent 25 ans après qu'on a commencé à avoir la station spatiale actuelle. Et on a voulu faire des économies en ayant des lanceurs récupérables, ça a donné le shuttle, ce qui a fourni l'accident de Challenger. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez une question? C'est quoi la question? Les inconnus diraient, vous pouvez répéter la question? Alors, la question, c'est est-ce que le côté, alors je vais résumer parce que j'avais d'autres choses, mais le côté scientifique a quand même pas mal été laissé de côté, et la Lune, effectivement, a été un objectif politique, mais la science a été oubliée, et avec la navette spatiale, on a quelque chose qui était censé coûter moins cher, mais ça n'a pas été le cas, et je pense à ce qui a été dit après l'accident de Challenger. Moi, j'ai rien compris. Michel Guillet a compris. Non, j'ai pas compris la question. Quelqu'un qui a dit, si nous voulons réussir, il faut que la réalité l'emporte sur la communication parce qu'on ne peut pas tromper la nature. C'était Richard Feynman. Alors, est-ce que vous pensez que la science a encore un rôle essentiel dans ce genre de recherche, ou est-ce qu'on est complètement passé sous le côté économique ou politique? Vous m'entendez? Non, oui. Allô? Oui, ça va. Pour la science, parce qu'effectivement, je n'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure à la question. En quoi les scientifiques qui font des recherches sur l'espace pourraient être intéressés par la Lune? Il y a 2 ou 3 petites choses, mais ça paraissait beaucoup plus intéressant il y a quelques décennies qu'aujourd'hui. La Lune, comme vous le savez, n'a pas d'atmosphère. Sur Terre, on a de l'atmosphère. C'est très bien parce qu'on ne prend pas sur la tête les rayons ultraviolets X, gamma, qui sont très dangereux, et on est obligé d'envoyer des satellites dans l'espace pour observer tous ces rayonnements qui nous renseignent beaucoup sur des tas de choses. La Lune n'a pas ça. On pourrait imaginer d'installer des détecteurs beaucoup plus gros à la surface de la Lune. Non un problème, ces détecteurs-là. Et maintenant, on peut lancer aussi des interféromètres, c'est-à-dire des satellites combinés à grande distance l'une de l'autre pour faire des interféromètres dans l'espace. Donc, c'est moins intéressant qu'il paraissait par le passé. Une autre chose qui est très intéressante, c'est les ondes radio. Quand les radios passent par l'atmosphère terrestre, on peut les observer. Mais l'environnement terrestre est saturé par les radios. Télévision, radar, radiophonie terrestre, ils émettent des bruits parasites terribles. En revanche, sur la face cachée de la Lune, on est protégé 24 heures sur 24 de ces bruits parasites. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent, de collègues, astrophysiciens, qui pensent qu'on pourrait observer le ciel dans les ondes radio en installant des radiotélescopes. C'est un rêve, mais le coût de l'installation, peut-être qu'on pourrait le faire par des robots, parce que comme on a vu, il y a énormément de problèmes par l'abrasion causée par le grain à la surface de l'hélicoïde lunaire. Donc il faudrait des astronautes sur place pour nettoyer, pour maintenir, etc. Donc est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça pour un peu de l'astronomie radio? On peut se poser la question. Il y a de l'intérêt, si vous voulez. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est une autre histoire. Monsieur Bastien. Intéresser les gens à la manque spatiale, c'est un compte de l'humanité. Or, ça dépasse les politiques.
Et c'est ça, Henri, des machins comme ça. Quand vous avez quelqu'un, il y a des sachants et des subissants. Deuxième question, la propulsion actuellement réglée par les fusils, On n'a pas compris la première question. C'est quoi la première question? ça dépasse largement les politiques si vous voulez les intéresser. Ça, hein? Bon, la question, est-ce que c'est juste contre le pionnier, des choses comme ça, contre lui, pour solliciter le peuple et les gens pour les intéresser, parce qu'ils sont là et ils ne prennent pas les décisions. S'ils avaient des décisions à prendre un peu plus, ils seraient beaucoup plus intéressés. Deuxième question, départ des fusées, c'est plus tellement électrique, c'est avec des lasers. Quelques explications, s'il vous plaît. Moi, j'ai rien compris du tout, mais c'est pas grave. je vais tenter quelque chose parce que après tout, c'est honorable comme question, pourquoi pas comme association. Alors, pour répondre à monsieur là, qui disait oui, mais tout est déjà payé en annulant 18, 19, 20, c'était déjà payé. Non, on a fait des économies en supprimant Apollo 18, 19, 20. C'était le but, hein, quand même. Ah si, de vraies économies. On les a, elles sont chiffrées. Hein. Non, pas minime. Hein. C'était 33 ou 4 milliards de dollars. Donc, c'est pas minime du tout. Il y a du matériel qui a servi après à Skylab. Absolument, qui a servi pour Skylab. Le reste de l'équipement a servi après pour la navette, donc c'est pas du tout neutre. Alors maintenant, pour répondre à ce qui vient d'être dit, sur l'aspect politique, on ne va pas redire ce qui a été dit. C'est-à-dire que c'est malheureusement qu'un sujet politique. Comme le disait le professeur très justement, on peut trouver toujours des applications scientifiques à faire sur la Lune. Maintenant, il faudra les justifier. Ça peut être fait par des moyens technologiques autres qu'habités. On peut développer des robots pour le faire. Voilà. Donc, après, on peut faire des économies là-dessus. Je crois qu'il y a une question là-haut. Oui, bonsoir. J'ai deux questions assez courtes et précises. On entend parler de milliards, mais quand on entend parler de 300 milliards de dollars, moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut dépenser 300 milliards de dollars. Ça me semble tellement énorme. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est l'accessibilité des doutes concernant la présence des Américains sur la Lune. Parce que finalement, il y a des risques qui complètent toujours avec l'histoire des drapeaux. Donc c'est une question un peu naïve, mais voilà, c'est une question que je me pose. Merci. Alors, sur les coûts, il y a plusieurs chiffres qui circulent. Olivier avait dit de parler de 300, moi j'ai déjà vu 100, mais enfin en tout cas il parlait des 300 milliards. C'est ça. Parce que la Lune c'est moins, c'est Oui, 30. donc 300 milliards ou 100 milliards, il y a des gens qui disent que c'est 100 milliards, mais ça c'est plutôt les gens qui vont chercher le budget en disant on a besoin de 100 et puis ça serait bien que ça va glisser. Donc le 100 milliards c'est le minimum et 300 milliards ça me paraît plus réaliste. Après, faire le détail de ce que ça coûte entre les développements, 10 ans de travail, de développement, de construction, aussi bien des infrastructures que des lanceurs, que des vaisseaux. Enfin, la liste, voilà, tout ce qui va permettre aux astronautes de survivre, enfin, la liste est très très longue. Sur le Moonhox, sur l'intoxication, est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune? Vous avez donné la réponse dans votre question. À mon sens, d'un point de vue géopolitique, si les Américains n'avaient pas marché sur la Lune, mais les Russes se seraient engouffrés dès le départ. Les Russes qui étaient dans la course, qui ont caché eux jusque dans les années 80, qu'ils avaient leur lanceur, et que les Américains qui les avaient photographiés. Les Russes disaient non, nous on est sur la station orbitale, on ne s'intéresse pas à la Lune, on s'intéresse à la banlieue de la Terre et à l'occupation permanente de la banlieue de la Terre. Et ils ont caché qu'ils allaient vers la Lune. Et ils ont. C'est quelques colonnes dans le Pravda, mais le lendemain du premier pas sur la Lune, ils ont parlé de l'INA 15 évidemment, mais ils ont quand même reconnu que les Américains avaient marché sur la Lune. Et l'espionnage. Ils l'ont lancé en même temps qu'Apollo 11. Voilà, et l'espionnage marchait à fond, et si les Américains avaient vraiment utilisé Stanley Kubrick dans un garage, ça se serait su. Donc il y a beaucoup de littérature dans un sens c'est amusant, dans un sens c'est navrant, 50 ans après, mais je pense que. Enfin, les États s'en seraient emparés depuis fort longtemps si c'était faux. Et puis, il y a, bon, le drapeau, et puis il y a une preuve tangible quand même dont on a parlé, c'est les 400 kilos d'échantillons de roches lunaires. Il n'existe pas d'équivalent sur Terre. Hein. Il ressemble à certains aspects, mais il n'y a que sur la Lune qu'on pourrait trouver ça.
Et ça, tout le monde est d'accord. Les soviétiques, les scientifiques soviétiques, européens, tout le monde. Bon, et puis on a une vraie preuve. On a une vraie preuve. Alors là, c'est, je veux dire, elle est sous-cotée, que les Américains ont marché sur la Lune vraiment. C'est qu'ils ont mis des réflecteurs solaires au-delà de l'air. On pointe, c'est ce que disait le président de l'Observatoire de Paris, on pointe tous les jours ou toutes les semaines d'un observatoire à rayon laser. C'est réfléchi par la Lune. On a en plus la distance à la Lune qui est donnée. Et ça, c'est fait par n'importe qui sur Terre. Qui a un gros laser assez puissant, il peut vérifier qu'on a bien, on renvoie bien la lumière depuis la Lune sur un réflecteur. Je peux le prouver, puisque avec Daniel, on a visé la Lune il y a quelques années, à partir de l'observatoire qui est au-dessus de Grasse, aller-retour de 2,1 secondes, quelque chose comme ça. Là, j'ai deux questions de mon collègue qui a eu l'intelligence de l'écrire parce qu'il a eu pitié de mes vieilles oreilles. Les fusées libèrent-elles des gaz à effet de serre? C'est une bonne question, monsieur l'écologiste. Et que deviennent ces produits de combustion une fois sortis de l'atmosphère? Il y en a un qui est capable de répondre à ça? Bah, ça, oui, les gaz à effet de serre, oui, mais il y en a beaucoup moins de fusées qu'il y a des avions ou des voitures. C'est vrai. Bon, c'est pas ça qui va aggraver le problème de réchauffement du climat. Et c'était quoi l'autre chose? Qu'est-ce que ça devient une fois sorti? Oui. Bah si c'est dans ça C'est détruit par le soleil. Le gros quand même, le gros de l'effort se fait quand on est dans l'atmosphère terrestre, mais il y en a après même autour de la Lune pour ajuster l'orbite, on dégage aussi un peu de gaz. Bah, ça se disperse dans les vides. Donc beaucoup moins que les vols commerciaux. Voilà. Il y a une autre question, peut-être à M. Bassino, il en voulait une. Voilà. Ici, puis ensuite M. Bassino, et on arrête. Oui, bonsoir, merci pour le temps. Je m'intéresse à un outil du traité international de non-propriété de l'espace et de son exploitation. Il y a 2 ans, les Chinois n'avaient toujours pas signé. Bon, oui, vous avez raison, très bonne question aussi, faisons la votre question ce soir. So what? Bon, très bien, les Chinois, ils vont s'y revendiquer un morceau de la Lune, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux dire, bon, je sais pas, c'est pas. Et alors, je veux dire, on ne sait pas très bien quoi faire avec ça, on sait que c'est un statut d'Antarctique, bon, on ne peut pas faire grand-chose de plus. De toute façon, c'est le premier qui ramassera de la terre lunaire qui en fera par exemple des Guillaume 3, qui dira, bah, j'en produis moi-même avec mes usines. On ne va pas l'empêcher d'exporter vers la Terre, c'est le Guillaume 3. Donc ça deviendra, je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent sur la Lune, planter un drapeau, ramasser de la terre, péter du sol et ramener sur Terre. Je ne sais pas, donc le professeur a une autre idée, Pierre-François a peut-être une autre idée, enfin bon. Voilà. Les Chinois avaient pendant très longtemps signé non plus les accords commerciaux, l'Organisation mondiale du commerce. Après, ils sont rentrés aussi et ils se débrouillent très bien. Et la plupart des pays ont signé des conventions de ce côté-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne met pas de nucléaire. On peut soupçonner, effectivement, c'est encore plus grave, la militarisation de l'espace, ce qui serait une autre chose, une autre paire de manches. Mais là, pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, évidemment. Mais on peut toujours avoir peur du pire. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet Starshot, voilà, pour envoyer sur la Terre des voiles solaires avec des puissants vaisseaux laser. On pourrait s'imaginer, effectivement, si on arrive à produire des vaisseaux laser aussi puissants, on pourrait penser à descendre quelques satellites pour commencer, dans le cas d'une crise grave. Est-ce qu'on peut se fier à ce que les gens ne le feront pas ou pas, une puissance ne le fera pas? On dit avec ça. Une dernière question et on arrête. Sait-on si cet affreux régolithe est aussi présent sur Mars que sur la Lune? Même question d'ailleurs pour l'hélium 3, pourquoi pas, mais c'est moins affreux l'hélium 3 peut-être. La poussière martienne, c'est affreux. Alors la poussière martienne, elle est très fine. Oui. Il n'y a pas d'hélium 3 parce qu'il y a de l'atmosphère. C'est magnétique, elle se colle partout, c'est bien. Oui, vas-y, tiens. Oui, oui, la poussière martienne, c'est encore pire parce qu'en plus, elle est magnétique, elle se colle partout. Donc, on a mis des éléments sur Mars, très vite, ils noircissent à toute vitesse, on a constaté du temps viking, on a encore avec les sondes, on a aujourd'hui Curiosity, on voit, donc c'est compliqué, quoi. Il y en a un peu moins quand même, les propriétés ne sont pas exactement les mêmes que les propriétés de grains lunaires,
parce que sur la Lune, tout ce qui arrive tombe. Sur Mars, il y a une atmosphère ténue, c'est vrai, 1/100 de la densité de l'atmosphère terrestre, mais c'est suffisant pour brûler les cailloux les plus petits. Donc c'est un peu moins grave. Alors pour l'hélium 3, la réponse est non, parce qu'il y a un peu de champ magnétique sur Mars, qui dévie les particules chargées du vent solaire. Donc il n'y a pas d'hélium 3 sur Mars. Bon, écoutez, on va arrêter là. On remercie. Je vous souhaite un bon retour, de bonnes vacances, et je vous donne rendez-vous donc le mercredi 11 septembre à 19h au CNAF. La réservation se fait à partir du 3 août, 9h du matin. Bon retour, bonne soirée et merci.